Merci à vous trois d'être ce soir parmi nous. Et donc je vais vous demander une première intervention, un quart d'heure, 20 minutes maximum, sur le thème de notre 50e anniversaire. Socialisme plus écologie moins capitalisme égale éco-socialisme. Qu'est-ce que ça vous inspire, Madame Morel-Darleux? Bon, d'abord, merci beaucoup pour cette invitation et merci à vous d'être présent. Comme le disait Jean, un samedi soir, il y a un côté très valeureux, je trouve, parfois dans l'engagement militant, et j'espère du coup qu'on saura rendre cette soirée intéressante tous ensemble. Du coup, effectivement, donc l'écosocialisme, c'est pour moi en réalité aux racines de mon engagement militant, puisque c'est un travail autour de ce projet écosocialiste dans lequel je me suis beaucoup investie il y a quelques années au sein du parti de gauche en France, dont j'étais alors membre de la direction. C'est un terme évidemment que nous n'avons pas inventé, ni les uns ni les autres, hein. C'est un courant de pensée qui existe depuis à peu près les années 70 et qui s'est lui-même nourri de tout un tas de penseurs de l'écologie politique. Et du coup, je voudrais remercier le mouvement PAC parce que cette petite équation socialisme plus écologie moins capitalisme égale écosocialisme est une très bonne formule qui permet, c'est toujours un peu compliqué en fait de résumer un courant de pensée, un projet politique, et du coup avec cette petite formule, je trouve que vous avez réussi à condenser tout l'esprit de l'écosocialisme. Donc du coup, nous, on a vraiment lancé un gros travail de réactivation d'une certaine manière de l'écosocialisme à la fin de l'année 2012, parce qu'on partait du principe qu'en fait on se heurtait à deux limites. Une première limite qui était de se revendiquer de l'écologie, qui se heurtait au fait que sous ce vocable se nichaient plein de familles de pensées différentes, plus ou moins compatibles avec le système, avec les politiques libérales, parfois avec une approche vraiment pour moi, par le petit bout de la lorgnette de l'écologie, c'est-à-dire une approche purement environnementaliste, mais qui ne se préoccupait pas justement de mettre ça en rapport avec des systèmes de domination, des questions économiques, démocratiques, etc. Et que du coup, se dire écolo ou parler d'écologie ne suffisait pas en fait à définir un positionnement politique clair, et qu'on avait besoin de sortir de cette ambiguïté et de mieux préciser de quoi on parlait. Donc il y avait ce besoin-là. Et puis l'autre besoin auquel on était confronté, c'est que à ce moment-là, on sortait de la présidentielle de 2012 en France. Les gens avaient à peu près compris qu'on était anticapitaliste, antiproductiviste, anti-consumériste, anti-nucléaire, anti-OGM, anti-gaz de schiste, anti-plein de choses. Mais on avait du mal à montrer pourquoi on était et à formuler un projet justement alternatif à tous ces mots en isme contre lesquels on luttait, contre lesquels on se battait. Et donc on s'est replongé dans les archives du courant écosocialiste, on est remonté aux déclarations de Belém, à des textes comme ça fondateurs, et on a initié un gros travail à la fois de synthèse, d'actualisation, parce que ça ne vous aura pas échappé, le monde est quand même un peu en pleine mutation en ce moment, et un gros travail surtout sur la base d'un premier jet de texte, d'amendements et de contributions, avec comme objectif, qui était par ailleurs pas un objectif secret, qui était clairement affiché, un objectif qui était de trouver un moyen de réconcilier sur un projet politique, je dis bien projet, pas programme, mais un projet politique, un horizon de société, des gens qu'on voyait sur le terrain lutter les uns contre les autres, alors que pour nous, ils étaient dans le même camp. C'est-à-dire concrètement, on avait plein de cas de lutte locale, où on avait d'un côté des syndicalistes qui se battaient pour préserver leurs emplois autour d'un projet d'usine, par exemple, enfin plutôt d'un projet de fermeture d'usine. Et puis en face, on avait des militants écolos ou environnementalistes qui, eux, militaient pour que l'usine ferme parce qu'elle polluait la rivière, qu'elle rejetait je ne sais pas quoi de toxique, etc. Et c'est partant de ce constat en fait qu'on s'est dit, mais en fait on n'arrivera jamais nulle part si on ne se rend pas compte qu'en réalité, aux racines de ces combats-là,
on est exactement sur les mêmes systèmes d'oppression et de domination qui sont aujourd'hui exercés en réalité par le capital, par des actionnaires, par des fonds de pension, par des multinationales qui ont les rênes, qui prennent des décisions qui vont à l'encontre à la fois des intérêts des travailleurs et des intérêts des écosystèmes. Et que si on arrivait à se réunir pour justement parler du sort de cette usine, c'est-à-dire concrètement de qu'est-ce qu'on décide d'y produire en termes d'utilité sociale de la production, avec quel type de mode de démocratie sociale au sein de l'entreprise, à qui appartient l'outil de production, à qui sont reversés les bénéfices, comment est-ce qu'on les répartit et comment est-ce qu'on améliore les processus pour justement aller vers des réductions des pollutions ou des rejets toxiques, qu'on serait quand même beaucoup plus fort et qu'on pourrait peut-être commencer à mettre en œuvre concrètement sur le terrain l'intelligence collective dont on parle beaucoup mais sans toujours l'expérimenter concrètement. Et donc on s'est lancé dans ce travail dans lequel ont participé précisément autant des syndicalistes que des environnementalistes et des élus, des militants, des citoyens de plein d'horizons divers. Avec au final, je crois, un texte qui a au moins le mérite que justement chacun est capable d'y retrouver ses petits et sa culture politique, ses mots-clés qui font que chacun peut s'approprier ce manifeste et ce texte. Donc ensuite, il a été traduit dans plusieurs langues, il a été beaucoup présenté à l'international et il nous a permis de faire le lien justement aussi avec des organisations sœurs un peu à travers le monde, de créer un réseau écosocialiste européen et de créer des passerelles et des échanges politiques sur la base d'un manifeste et d'un projet un peu concret dans lequel on retrouve des principes de commun, d'autogestion, comme je le disais, de démocratie sociale, mais évidemment aussi la manière dont la question aujourd'hui, notamment climatique, peut redonner du sens à un intérêt général à garder des conditions de vie possibles sur cette planète. Donc il a vécu il a vécu une vie, peut-être pas la dernière, mais en tout cas il a vécu une vie, une belle vie. Aujourd'hui, très honnêtement, ce manifeste, il est plus autant porté qu'il a pu l'être à un moment donné. Mais enfin, il existe toujours. Il a d'ailleurs été réédité l'année dernière par le parti de gauche et ça a été ma dernière tâche en tant que membre de la direction de réactualiser un peu l'édito et l'introduction de ce manifeste. Et donc moi je souhaite en tout cas que ce manifeste ou peu importe, mais en tout cas que la question écosocialiste puisse continuer à être portée. Pas par nostalgie ou intérêt personnel quelconque, mais parce que je fais partie des gens qui pensent que la question du socialisme au sens historique du terme, et pas ce que c'est devenu, mais notamment la question de la lutte des classes, en réalité, non seulement n'est pas gommée aujourd'hui par l'urgence écologique, mais qu'elle est au contraire réactivée par cette urgence écologique. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Naomi Klein qu'elle avait prononcée à une conférence où j'étais présente, je ne l'ai jamais retrouvée par écrit, où elle disait que la question du climat aujourd'hui était la traduction atmosphérique de la lutte des classes. Et je trouve ça très juste et assez joli comme formule. Quelques éléments juste pour... c'est pas juste une position idéologique ou dogmatique de ma part de dire ça, c'est vraiment le résultat d'une analyse factuelle en réalité. La première chose, c'est que on n'est pas tous responsables de la même manière devant la situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui en matière de dérèglement climatique et d'extinction de la biodiversité. Pour ne reprendre que ces deux cas-là, il y en aurait plein d'autres, mais je vais me focaliser sur ces deux-là. Ou plus précisément, on est peut-être tous responsables, mais pas tous coupables de la même manière. C'est-à-dire que concrètement, quand on regarde aujourd'hui
l'enchaînement d'événements, d'activités humaines qui nous mènent à une perspective de plus 2 degrés de réchauffement climatique en 2040 et dans les hypothèses les plus pessimistes de plus 7 degrés d'ici la fin du siècle, ce qui est tout bonnement inimaginable. On voit assez rapidement que la responsabilité des pays dits développés, industrialisés, du Nord, occidentaux, etc., n'est pas du tout la même en matière d'émissions de gaz à effet de serre, mais par ailleurs également en termes de pollution, de destruction d'habitats naturels, etc., que celui des pays dits du Sud. Et que même si on regarde, non pas en termes de pays, mais en termes d'individus, tous les rapports, et c'est aujourd'hui largement documenté, montrent, et c'est ce que Hervé a très bien exposé aussi dans son livre « Comment les riches détruisent la planète », et qui continue à être confirmé qu'il y a un mode de vie aujourd'hui des plus riches, qui est un mode de vie particulièrement destructeur pour les écosystèmes et particulièrement générateur par ailleurs également d'inégalités sociales. Donc on n'est pas tous responsables de la même manière et on n'est pas non plus tous impactés de la même manière. C'est-à-dire que concrètement, et il n'y a pas besoin d'attendre la fin du siècle pour se rendre compte, aujourd'hui les désastres qui sont déjà en cours, de manière quasi systématique, touchent systématiquement les plus précaires. C'est que ce soit en France ou à l'international, alors après avec des réalités qui sont différentes, mais aujourd'hui ceux qui sont les plus touchés par la multiplication ou l'intensification des aléas climatiques, sur les cas de sécheresse par exemple, c'est les petits paysans familiaux qui dépendent pour leur subsistance de leur culture ou de leurs petits élevages et qui sont directement impactés, touchés, voire ruinés par la répétition de ces épisodes de sécheresse. C'est les petits pêcheurs artisanaux qui n'ont plus rien à pêcher. C'est les populations les plus pauvres qui sont dans les habitats les plus précaires, qui sont les premières à être soufflées par les ouragans et qui seront les premières à être touchées aussi dans certains coins par l'érosion du littoral. Et c'est, Fatima en parlera probablement, les habitants des quartiers populaires qui sont généralement ceux à qui on colle des axes routiers, des usines Céveso, etc. Moi, dans la région où je suis élue, c'est le cas de Fézin, par exemple, dans la banlieue lyonnaise, où vous avez concentré tout le pôle le plus chimique, le plus dangereux et le plus toxique de toute l'agglomération lyonnaise, justement dans les quartiers les plus déshérités, où du coup les gens sont en plus coincés parce que en fait il est devenu juste impossible de transmettre un logement ou de trouver à se loger ailleurs. Donc on n'est pas tous responsables de la même manière, on n'est pas tous impactés de la même manière, hein, et on n'a pas non plus tous les mêmes moyens de se mettre à l'abri. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, là aussi c'est de plus en plus documenté, les plus riches, en tout cas certains d'entre eux, sont déjà en train de mettre en place des stratégies d'évitement, de fuite et de mise à l'abri. Le cas le plus connu, parce qu'il y a eu un peu de presse là-dessus, c'est celui des milliardaires de la Silicon Valley qui s'achètent des îles désertes ou qui se fabriquent des bunkers dans lesquels ils commencent à stocker à la fois de la nourriture, de l'eau potable, mais aussi des munitions, des armes, avec tout ce que ça suppose en termes de forces de sécurité privées, de milices, de gardes, etc. Mais c'est loin d'être anecdotique, et ça se retrouve d'ailleurs dans le développement d'un business face justement à ces dérèglements climatiques. C'est le cas par exemple de Pinkerton. Pinkerton, c'est une agence historique qui s'occupait de faire la loi dans le Far West, avant que les États-Unis inventent leur propre force de sécurité fédérale. Pinkerton ensuite a dû se recycler, se reconvertir, est devenu une agence de détectives privés, et aujourd'hui Pinkerton développe une nouvelle branche florissante qui consiste à exfiltrer les cadres des multinationales qui sont leurs clients, des zones soit de début d'insurrection populaire, soit d'ouragans, soit de séismes, etc. Et donc c'est comme des espèces de contrats d'assurance privés. Et de fait, il y a 2 ans, quand la saison des ouragans a été particulièrement violente aux États-Unis, Pinkerton a affrété plusieurs avions cargo qui leur ont permis d'extraire comme ça des dirigeants de ces multinationales
avec des avions cargo qui eux-mêmes étaient fournis également en nourriture, en munitions, en garde armée, en forces de sécurité privée, etc. C'est typiquement ce qu'on appelle le capitalisme vert, c'est-à-dire cette capacité du système à générer des profits à la fois en œuvrant à la destruction du vivant et en même temps en faisant mine d'en réparer les impacts, en tout cas pour ceux qui peuvent se permettre de faire appel à ce type de service. Donc tout ça pour dire qu'on n'est pas tous égaux devant la situation, qu'on risque même de l'être de moins en moins. C'est un des scénarios qui sont étudiés sur la suite et la dégradation de la situation. C'est le scénario qui est appelé apartheid climatique, avec donc effectivement cette question pour moi totalement d'actualité, qui est la question des différentes classes sociales qui sont loin d'être égales dans la responsabilité, dans la manière dont elles sont impactées et dans la possibilité de se mettre à l'abri. Donc, pour moi, voilà, cette question de l'écosocialisme et de mener de manière vraiment conjointe la lutte sur les questions, on va dire, environnementales au sens large du terme, et sur les questions sociales, elle est totalement justifiée d'abord par ces constats, et ensuite, elle est aussi justifiée par l'impératif de justice sociale qui est absolument indispensable, en fait, même si on veut être ultra pragmatique. Concrètement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures qui devraient être prises, qui sont des mesures de décroissance, de sobriété, de revenir à de la mesure, etc., qu'on ne peut pas décemment destiné aux classes les plus pauvres et les plus précaires qui, de fait, ont déjà du mal à vivre décemment. Et donc, il y a un impératif de justice sociale qui est de commencer par ceux qui ont les moyens de changer de comportement, qui ont les moyens de décroître et qui sont généralement en plus ceux qui sont le plus au fait de ces enjeux et qui en plus ont les leviers pour justement mettre en place des mesures de politique publique et qui ne le font pas. Et c'est exactement, et je terminerai là-dessus, c'est exactement ce qui s'est passé en France l'année dernière, où sur le démarrage du mouvement des Gilets jaunes, où Emmanuel Macron annonce ce projet de taxe carbone dans un sentiment et une réalité d'injustice sociale totale, puisque de fait, Emmanuel Macron, le premier et l'ensemble de sa classe, donne exactement le contre-exemple de ce qu'il faudrait faire justement pour redresser la barre, ou en tout cas tenter de le faire d'un point de vue écologique. Quelque chose qui a été assez peu relevé à l'époque et qui pour moi est hyper représentatif de ce hiatus en fait sur la question de la justice sociale et de l'urgence climatique, c'est que Macron, quand il annonce sa taxe carbone en France, donc c'est peu de temps après la rentrée, un mois avant, s'est fait épingler, il était en vacances au fort de Brégançon, se fait épingler en train de faire du jet ski dans une réserve protégée. Et c'est, voilà, et on est au cœur du sujet, quoi. Macron fait du jet ski au cœur d'une réserve protégée pour ses vacances d'été, et c'est la rentrée, et il annonce une taxe carbone en disant à la population qu'il va falloir se serrer la ceinture concrètement, quoi. Donc ça, c'est évident que ça ne peut pas passer, et que c'est juste exactement l'inverse de ce qu'il faut faire pour justement avancer. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment reçu ce moment-là comme avec un grand sentiment de colère, mais y compris de colère politique, parce que j'avais vraiment l'impression qu'on venait de revenir en arrière de 10 ans par rapport à justement tout le travail qu'on essayait de mener sur l'écosocialisme et sur le fait de faire converger un intérêt commun en fait sur ces questions d'écologie. Merci beaucoup. Hervé Kempf. L'écosocialisme fait partie des leçons pour éviter la catastrophe? Ah, ça, je sais pas, en fait. J'ai toujours eu un petit débat avec Corinne sur le terme d'écosocialisme. Mais écoute, on va dire oui. Oui, voilà. Pour être clair, oui. Sans ambiguïté. Voilà, alors j'étais... Écoute, je vais suivre votre schéma.
sur socialisme, écologie, capitalisme, écosocialisme. Et puis moi j'ai bien aimé ce que Sarah a dit, c'est que vous avez fait un travail d'idéologie et voilà, moi je trouve que c'est très bien comme démarche d'assumer totalement ce mot, et c'est ça l'enjeu en fait fondamentalement, et vous allez voir par rapport au réarmement idéologique qui selon moi est en train de se faire dans le capitalisme. Alors l'écologie, disons-en un mot très rapide parce que le temps est court et il faut y ait de la place au débat, mais toujours rappeler ce que nous savons tous et toutes maintenant ici, mais c'est la situation absolument effrayante de l'écologie, de la situation écologique. Voilà. Et quand il y a les termes d'effondrement, alors c'est d'un certain point de vue, avec le travail de Pablo Servigne et de Stevens sur l'effondrement, mais en fait, il y a sans arrêt les études, on a le nez à reporter le nez sur les études scientifiques, sans arrêt, on a des articles dans les revues scientifiques qui nous disent que les choses vont mal. Vous avez peut-être vu, par exemple, une dernière étude en Allemagne, un recensement sur plusieurs années des insectes et qui a abouti à dire qu'il y a eu une chute de 80% des insectes dans les régions étudiées. Il y avait eu un an auparavant le même type d'études sur les oiseaux, etc., sur les amphibiens. On est déjà, en fait, dans une situation d'effondrement écologique de la biodiversité. L'Amazonie continue et les forêts tropicales continuent à se réduire comme peau de chagrin. Enfin voilà, je n'insiste pas trop là-dessus parce que on va parler autre chose, mais si on parle d'écosocialisme, c'est aussi parce qu'il faut avoir parfaitement en tête, si j'ose dire, la gravité de ce moment, et de préciser ou de souligner que c'est un moment historique, c'est-à-dire un moment unique dans l'histoire humaine. Et quand je dis l'histoire humaine, c'est depuis à peu près 600 000 ans que Homo sapiens sapiens existe. On n'a jamais connu les sociétés humaines, la société humaine n'a jamais connu un tel moment, c'est-à-dire où la dégradation continue de ce qu'on appelle son environnement naturel va bousculer dramatiquement les structures sociales, quelles qu'elles soient et quelles qu'elles seront. Donc on est dans cette situation, je fais juste un propos liminaire, mais pour dire que c'est ça qui surplombe absolument, qui domine, qui structure en quelque sorte les décennies à venir et qui doit structurer, enfin qui doit ou ne doit pas, peu importe, j'aime pas ce terme, mais voilà, qui anime fondamentalement notre réflexion et pourquoi on est réunis ici. Alors rapidement sur les socialismes, j'étais parti un peu sur l'idée des solutions, parce qu'il y avait un autre texte de la PAC qui préparait, alors on va voir les solutions. Alors très rapidement pour dire les choses, et je vais venir après un texte de Slavoj Zizek, quelqu'un de très important, mais en gros les solutions on les connaît. Il ne faut pas avoir à s'inquiéter de dire on les a pas, qu'est-ce qui se passerait si le capitalisme, est-ce que vous êtes capable de faire autre chose, etc. On les a, il y a le travail qui a été fait que nous a rappelé Corinne Morel-Darleux sur l'écosocialisme, il y a quand même tout le mouvement altermondialiste qui produit énormément de choses, il y a des analyses d'économistes atterrés et d'autres. Voilà, on sait quoi faire, on sait les leviers sur lesquels agir, on a en quelque sorte des principes simples, c'est qu'on est dans une entreprise collective de reposer la question de l'émancipation de nos sociétés, à la fois par rapport à l'assujettissement économique qui est absolument terrible dans un très grand nombre de pays du Sud et de plus en plus dans nos propres sociétés au Nord, on va parler, et une forme d'assujettissement culturel, c'est-à-dire d'envahissement des esprits, d'un côté par un individualisme qui est devenu un schéma culturel dominant et des rapports de société depuis une trentaine d'années, et puis un assujettissement à la culture de consommation qui conduit tout le monde, d'abord parce qu'on est soumis, et tous dans cette salle, on y est à la publicité en permanence, que ce soit, enfin voilà, à la radio, dans les journaux qu'on peut lire, quand on prend le train, il y a plein d'écrans, enfin voilà, c'est partout, et c'est vraiment, on a ce propos de réécrire, de reposer à nouveau terme la question de l'émancipation et de refaire des êtres humains qui aient une pleine possession de leur potentialité. Et puis en termes de mesures, il peut y avoir deux schémas en fait qui fonctionnent très bien, c'est des axes de raisonnement, c'est consommer moins, répartir mieux. Consommer moins parce que globalement les sociétés, on est en ce début du XXe siècle, et là on va parler de la société mondiale pour autant qu'elle existe, à un niveau de richesse collective et surtout de prélèvement de matière
qui n'a jamais été vu dans aucun moment de l'histoire humaine. Donc on a un enjeu fondamental pour améliorer, éviter l'aggravation de la crise écologique, c'est de réduire drastiquement la consommation matérielle et de le faire par la répartition, une répartition totalement différente. Corinne l'a très bien évoqué, j'y reviens pas parce que le temps est compté, mais il y a là un enjeu absolument essentiel. Et puis de le voir d'une autre façon, un autre slogan que j'aime bien, qui serait plus de liens, moins de biens, c'est-à-dire sortir de cette culture de consommation pour retrouver un lien entre les gens, un lien à la nature, un lien entre les peuples, un lien avec le monde qui serait totalement différent que l'univers sinistre que nous propose la culture productiviste et capitaliste. Alors après, des solutions, j'allais dire techniques, on les a, je vais aller rapidement parce que je dirais simplement, vous connaissez Thomas Piketty, qui vient de ressortir un épais volume de 1200 pages, que j'avance vaillamment. C'est en fait intéressant, 600 pages. Voilà, je l'ai interviewé l'autre jour. Thomas Piketty est quelqu'un d'intéressant parce qu'il est très social-dem, en quelque sorte. Il est un peu rond, c'est pas radical, c'est pas vous voyez, il parle. Et en fait, ses propositions sont incroyablement radicales. Et il dit d'un ton presque bonhomme, d'un ton très tranquille, d'un ton très professoral, il faut un impôt fortement progressif sur le revenu et le capital. Et quand il dit fortement progressif, ça veut dire que Bernard Arnault, vous savez, c'est le milliardaire français, d'ailleurs je crois qu'il y a quelques possessions chez vous, dans votre petit royaume, comme tu dis, Jean. Bernard Arnault, si on applique les impôts proposés par Thomas Piketty, il passe de, je ne sais plus, il est à 80 milliards d'euros, Thomas Arnault, Bernard Arnault, il passe à 10 millions d'euros, 20 millions d'euros en 30 ans, ou en 20 ans. Enfin, c'est sévère, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les propositions de l'homme très tranquille qui est Thomas Piketty. Il propose aussi, alors il dit, il y a une inégalité de patrimoine énorme, c'est-à-dire que, je ne rentre pas dans le détail, donc avec cette somme qu'on fait, on va doter les jeunes de 25 ans de 120 000 euros de démarrage dans la vie. Voilà, on remet là, c'est la grande remise en jeu, parce qu'effectivement, il y a une inégalité riche, pauvre, très importante. Il y a aussi une inégalité générationnelle qui est importante. Et donc, il y a beaucoup de jeunes maintenant, enfin presque tous, qui ont une difficulté à rentrer dans la vie, à créer un foyer, à trouver une existence économique qui soit libérée des dettes, c'est une entrée très difficile. Il dit aussi des droits de vote aux salariés dans les conseils d'administration des entreprises, et puis une taxe carbone repensée, parce que on a quand même un enjeu de taxe carbone et de changer les comportements. Bon, voilà. Tout ça pour dire très rapidement que si on veut avoir des solutions et savoir où on va aller, on le sait aussi bien dans le principe que dans un certain nombre de mesures très techniques qu'on ne va pas détailler. Mais en fait, est-ce que c'est ça le problème? Et alors je cite Slavoj Zizek, ça vous dit quelque chose Bon, c'est un intellectuel tout à fait pétillant, toujours très, parfois un peu compliqué, mais toujours stimulant. Il a écrit un livre il y a un an, L'actualité du manifeste du Parti communiste. C'est chez Fayard, c'est beaucoup plus petit que Thomas Piketty, je vous le conseille. C'est plein d'idées émoustillantes. Et il dit, nous sommes clairement entrés dans la crise finale du capitalisme, mais cette crise n'est que cela. C'est un processus de décomposition et de désintégration prolongée, sans aucune Aufhebung. Alors c'est un philosophe, Zizek, je crois que Aufhebung, ça veut dire une vision générale des choses. Aufhebung hegelienne, c'est une grande vision. Donc sans aucune vision générale du type hegelien en vue, sans un agent pour donner à cette décomposition une tournure positive et à en faire une transition vers un niveau supérieur d'organisation sociale. Alors ça, c'est très important quand il dit ça, parce que souvent on nous dit à nous qui nous battons en fait pour un autre monde, mais est-ce que vous avez le schéma pour remplacer ce qui existe? Et comme si on ne pouvait pas contester ce qui existe si on n'avait pas le truc clé en main absolument imparable, etc. Alors d'une part, ce truc clé en main, on l'a, et après la question stratégique, c'est comment est-ce qu'on gagne le pouvoir, et ça, collectif. Je ne parle pas de pouvoir étatique pour ne pas rentrer dans ce débat-là, mais comment on change les choses, donc ça c'est la vraie question en fait qu'on se pose. Et puis de toute façon, même si on n'avait pas la solution parfaite, la question n'est pas là, c'est qu'on est face à un système qui se décompose, qui se désintègre, qui se délite peu à peu. Et là, il faut en fait éviter que la situation s'aggrave. Je vais directement à ma conclusion et après je reviendrai dans le peu importe, mais on est un peu dans la situation d'une maison qui est en train de s'incendier, d'être en feu. La question, c'est pas de refaire les plans de la maison qu'on va reconstruire pour éviter de savoir si on met un toit, 2 étages, etc. C'est d'éviter que la maison flambe. Donc la priorité,
c'est s'il y a un incendiaire, de se précipiter sur lui et de lui enlever son bidon d'essence et éventuellement de lui donner un coup sur la tête pour qu'il arrête. Et après, on éteint le feu. Et après, on rebâtit la maison. Donc, on est, à mon avis, dans cette situation et tout le débat, j'allais dire, à gauche et écologique doit d'une certaine manière se reposer cette question. C'est-à-dire que je pense que maintenant, on est rentré dans une phase de conflit très dur, et je vais expliciter dans les quelques minutes qui me restent comment se pose ce conflit. Et on n'a pas trop à se poser la question de qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'il faut faire. On doit se poser la question comment est-ce qu'on les empêche de nuire. Parce qu'on est vraiment dans cette situation maintenant dramatique si le capitalisme continue à nuire, à continuer son entreprise de croissance, de productivisme, d'inégalité, de répression de plus en plus forte, etc. Le problème, un aspect du problème, ça n'est pas le seul hélas, c'est qu'on est dans un contexte de réarmement idéologique du capitalisme. Assez benoîtement, enfin avec un peu de candeur, quand j'ai publié Pour sauver la planète sortait du capitalisme, c'était en 2009, on était en pleine crise de 2008-2009, d'effondrement avec un peu de naïveté, je ne sais pas, c'était de la naïveté ou pas, enfin l'analyse c'était que le capitalisme était en train de s'écrouler, qu'il ne fonctionnait plus et qu'il rentrait dans une phase de périclitisme, ça n'existe pas du tout en français, mais enfin il périclitait, et voilà, il fallait analyser la sortie du capitalisme par rapport à son effondrement lent, interne et continu. Et en fait, je pense que cette analyse que j'ai portée est fausse, c'est-à-dire qu'il y a, au contraire, un réarmement idéologique très fort du capitalisme et du néolibéralisme, et qu'on est entré, en fait, depuis une dizaine d'années dans un nouveau cycle du capitalisme. Avec plusieurs aspects que je vais présenter très rapidement. Le premier, c'est que alors je vais employer de manière indifférente oligarques, oligarchie, classe dominante, classe dirigeante et capitalisme, et les riches. Il y a une acceptation par la classe dominante, soit sous forme de déni, soit sous forme d'acceptation en disant oui ça existe, de la crise écologique et de l'évolution de l'état biosphérique vers une dégradation rapide. Donc vous avez toutes les formulations, vous avez la formulation extrême qui sera Trump et Bolsonaro. Allez vous faire voir, j'en ai rien à foutre, ça n'existe pas. Je parle aussi brutalement que ces gens-là parlent. Et vous avez la réaction plus subtile des tyrannos type, enfin c'est tyranno et le terme est gentil, des gens comme Xi Jinping en Chine ou Macron en France qui vont dire oui c'est grave, make the planet great again, la situation est grave, il faut faire des choses, et qui en pratique n'ont pas de politique vraiment qui enraye la crise écologique. La deuxième chose, et Corinne l'a rappelé, c'est que, et c'est là aussi bien documenté, les riches se préparent, alors soit sous des formes qui paraissent anecdotiques mais qui sont réelles, par des bunkers, par des îles, par des villes flottantes. Il y a un projet de ville flottante en Polynésie, par des refuges. Je vous raconte cette anecdote que Gaël Giraud, l'économiste, raconte. Il va à peu près, il y a assez récemment, il y a 6 mois ou 8 mois, à Londres, participer à une réunion de financiers sur le climat, l'évolution des choses. Tout le monde convient que la situation est extrêmement grave et que le climat va se dégrader. Et la réaction des gens, c'est on ne peut rien faire, mais nous, on inscrit nos enfants dans des écoles et des lycées et des universités en Suède où on va acheter des maisons parce qu'en Suède, le temps restera plus supportable durablement. Donc cette deuxième, et plus fondamentalement, il y a l'idée, et on va y revenir avec ce concept d'apartheid qui est tout sauf anecdotique. L'idée aussi, dans ce phase de réarmement, c'est l'idée de la troisième révolution industrielle. C'est de dire la technologie, et non pas elle va nous sauver, mais elle ouvre une nouvelle dimension, le progrès, ce qu'ils appellent le progrès technologique, ouvre une nouvelle dimension de l'évolution économique qui va bouleverser le monde de manière positive, quelle que soit la situation écologique. Alors ça va être la fusion, l'alliance de la biotechnologie, de la numérisation généralisée, de l'intelligence artificielle, des nanotechnologies. Et là, vous avez une entreprise très coordonnée, très puissante, qui est d'ailleurs totalement avalisée par la Commission européenne, par les différents pays, par tout le groupe de la Silicon Valley, par la Chine aussi, puisque les oligarques et les capitalistes sont engagés aussi dans des compétitions mondiales qui, quelque part, les justifient dans leur poursuite
de ce type de démarche. Et donc, il va y avoir une troisième révolution industrielle. Au passage, elle va éventuellement permettre de parer à la dégradation écologique. Alors, on va vous parler de géo-ingénierie, par exemple, par rapport au climat, qui va aussi permettre un contrôle social extrêmement poussé. Et là, la Chine est le pays en pointe là-dessus, mais la reconnaissance faciale, je ne sais pas où vous en êtes en Belgique, mais il y a une poussée très forte pour généraliser, en tout cas imposer ou préparer plus exactement à titre expérimental la reconnaissance faciale, comme c'est le cas aussi en Angleterre. Et donc là, des techniques de contrôle social qui seront très fortes. Et puis, un aspect, et qui n'est pas anecdotique, c'est l'idéologie transhumaniste, qui parfois est perçue comme étant le fait d'une seule poignée de personnes de la Silicon Valley d'ailleurs, mais qui en fait correspond à la vraie expression d'une démarche intellectuelle qui est extrêmement importante, et qui là, je reprends le mot d'apartheid qu'a employé Corinne, faisant d'une part, le mot d'apartheid a été employé par des gens très sérieux assez récemment. Je pense que c'est à ce à quoi tu faisais allusion, Corinne, tout à l'heure. Il y a eu un rapport je crois que c'était le représentant des droits de l'homme des Nations Unies, il y a à peu près 6 mois, et qui a analysé, et il a employé le terme d'apartheid climatique. L'évolution que pourrait avoir le réchauffement et les bouleversements climatiques sur les mouvements de population, avec, comme tu l'as rappelé, et vous le savez, et nous le savons tous et toutes, un poids de plus en plus fort pour des pays d'Afrique, des pays d'Amérique latine, des pays d'Asie. Voilà, les plus pauvres qui vont être touchés, et les riches, les habitants des pays riches, ou les classes moyennes et les classes moyennes supérieures des pays riches, qui auront les moyens d'éviter, au moins pour quelques décennies, aux effets les plus nuisibles du changement climatique. Et puis, l'autre façon d'aborder l'apartheid, et là je t'en parlais Jean tout à l'heure, c'est utilisé par Miguel Benazaya, qui est un philosophe argentin que vous connaissez peut-être, et qui travaille beaucoup sur le transhumanisme et l'idéologie de la numérisation absolue, et qui dit que derrière ce projet transhumaniste, c'est en fait un projet d'apartheid, c'est-à-dire de séparation au sein de l'humanité entre les uns et les autres. Et là je finis Jean, parce que je vois que tu surveilles l'heure et tu as raison, on est là dans un tournant fondamental des élites, des classes dirigeantes, c'est l'abandon par les néolibéraux de l'idéal universaliste des Lumières. C'était un idéal, mais c'est quand même cet idéal humaniste des Lumières, qui est une notion occidentale, on pourrait la critiquer, etc., mais qui était l'idée que la société humaine, et qui à l'époque était nouvelle et qui a inspiré quand même tout le libéralisme jusqu'à la grande déclaration des droits de l'homme et des citoyens par les Nations Unies en 1945, l'idée que tous les êtres de la planète, en tant qu'humains, ont droit et sont armés, enfin pas armés, sont dotés d'une égale dignité, sont équivalents les uns les autres, sont égaux, fondamentalement, philosophiquement. Ce qui est en train de se passer avec l'évolution du capitalisme, c'est l'idée que non, on va assumer un apartheid ou un clivage extrêmement fort, pour faire simple, entre les riches et les pauvres, entre ceux qui pourront supporter les effets de la dégradation écologique et les autres, la masse de la population, et par ailleurs dans le développement de nouvelles technologies et la possibilité d'en profiter ou pas, éventuellement, puisque les plus avancés des transhumanismes imaginent l'humanité augmentée, etc., eh bien une différenciation très forte au sein de l'espèce humaine vers ceux qui pourront y échapper ou pas. Je passe rapidement sur l'État, la répression policière qui fait partie de ça. Juste pour dire, en fait, et pour conclure, que le problème politique fondamentalement est que c'est le capitalisme, et beaucoup plus que de travailler sur les solutions, même si c'est absolument essentiel, le problème qui se pose est vraiment la stratégie pour, d'une part, faire comprendre à la gauche, aux écolos en particulier, parce que moi je viens de l'écologie, qu'il y a un ennemi, et il faut poser les termes dans les choses dans ces termes-là, parce que eux nous font la guerre et parfois ils laissent passer le mot, qu'on a un ennemi qui est le capitalisme, qui est les riches, qui est la classe dominante, et il faut qu'on trouve les stratégies d'urgence pour les empêcher de nuire. Merci. Merci beaucoup Hervé Kempf. Madame Moissac, votre regard sur les deux interventions précédentes. Et sur l'écosocialisme. Et sur l'écosocialisme. Merci d'abord pour l'invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Alors,
Oui, effectivement, je vais réagir un petit peu aux deux interventions précédentes, mais commencer par dire que je ne vais pas m'inscrire d'emblée dans une démarche, un projet politique éco-socialiste, parce que c'est pas du tout ma manière de militer, parce que moi je suis une militante politique, je suis très située socialement comme tout le monde, mais alors je le fais, je suis une militante politique, je suis une femme qui vit dans les quartiers populaires en France, dans le 93 en particulier, je suis perçue comme arabo-musulmane, je vis dans les quartiers populaires, je suis de classe populaire, et ça c'est très important de le dire, parce que alors moi je suis venue à l'écologie parce qu'on imposait de la viande dans l'assiette de ma fille. Voilà, donc je ne suis pas venue à l'écologie comme ça parce que je m'inquiétais du réchauffement climatique. Hein. C'est précisément et très concrètement et très quotidiennement parce qu'on imposait la viande dans l'assiette de ma fille à midi, à la cantine. Et ça aurait pu s'arrêter là. C'est-à-dire que je suis parent délégué, je milite au sein d'un syndicat de parents majoritaire en France, la FCPE. Et j'aurais pu soumettre une solution, effectivement, qui peut être qualifiée d'écologique, l'alternative végétarienne, donc le choix entre un repas avec viande et un repas sans viande, et ça aurait pu en rester là. Je ne serais certainement pas ici aujourd'hui. Bon, il se trouve que je militais avant, mais plutôt, voilà, je suis une militante féministe, antiraciste, etc., jusqu'à il y a quelques années pas écologiste. Et en réalité, si j'ai été amenée à conscientiser une dimension écologiste aux luttes que je menais, c'est parce que l'AFCPE, où j'étais parent délégué, a refusé de prendre en considération cette demande d'égalité, de justice sociale, d'égalité de traitement notamment entre les enfants. Donc je viens à l'écologie dans ce contexte-là, dans un contexte je le dis effectivement, de lutte des classes, dans un contexte de racisme, d'islamophobie, etc. Donc voilà. Et alors, il m'est arrivé de participer comme ça à des tables rondes où à chaque fois il y a écologie plus un adjectif, par exemple écoféminisme, et alors ce que je vais faire là, c'est-à-dire je raconte un petit peu voilà quelle est la lutte, quelles sont les luttes qui ont été menées par l'organisation. Donc je représente ici le Front de Mer, et à la fin on me dit oui mais ça c'est pas par exemple c'est pas de l'écoféminisme. Alors moi il se trouve que vraiment ce que je réponds d'habitude c'est que en fait moi je m'en fous de l'écoféminisme ou de l'éco-socialisme, enfin, pour moi c'est des termes. Bon voilà, je m'en fous de la... On m'a même dit, mais l'écoféminisme, oui, mais en disant ça, tu fais du mal à l'écoféminisme, par exemple. Parce que, alors je parlais de Front de Mer, et alors on me dit, oui, mais on s'est battu pendant des décennies en tant que femme, en tant que féministe, et toi tu me ramènes au truc maternel, etc. Il me dit, tu fais du mal à l'écoféminisme. Non, je m'en fous de l'écoféminisme, en fait. Mais de l'écosocialisme, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on n'impose pas de la viande dans l'assiette de ma fille. Et en fait, plus largement, ce qui m'intéresse, c'est que ma fille ne soit pas détruite psychiquement, qu'elle puisse respirer, qu'on puisse se réapproprier notre espace public, notre environnement, etc. C'est ça qui m'intéresse à la base et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc je vais faire mon petit topo et puis vous me direz à la fin si vous considérez que c'est de l'écosocialisme. Et oui, en plus par ailleurs, je trouve que les adjectifs accolés au projet politique, l'écologie, le féminisme, etc., je trouve que ça en dit long en fait sur et ça peut être inquiétant sur le fait qu'on soit quand même très très minoritaire. Enfin je veux dire, c'est comme si on laissait l'écologie comme ça aux écologistes majoritaires, mainstream, en France plutôt Macron compatible comme on dit, et puis nous on est là dans des sous-catégories, alors l'écoféminisme, l'écologie radicale, etc. De la même manière pour le féminisme, il y aurait le féminisme comme ça mainstream, bon, qui, de mon point de vue, est loin d'être du féminisme, et puis il y aurait du féminisme antiraciste, décolonial, etc., et où on serait dans des sous-catégories, et donc voilà. Donc je revendique, moi, une centralité, donc je revendique d'être dans de l'écologie, et il n'y a pas besoin de se sous-catégoriser. Alors, comme je le disais, voilà, je vais plutôt parler donc des luttes qui sont menées par le Front de Mer et de ce qu'on arrive année après année à théoriser, mais encore une fois sur la base des luttes concrètes que l'on mène, avec deux enjeux qui pour moi sont fondamentaux dans l'écologie, la question du territoire et la question du pouvoir. Alors c'est deux enjeux qui sont importants du point de vue donc situé des luttes que l'on mène. Alors c'est important de commencer par dire un mot sur la manière dont les classes dominantes, classes moyennes supérieures blanches en région parisienne, la manière dont elles perçoivent les habitants des quartiers populaires et les territoires où vivent ces habitants et ces habitantes des quartiers populaires. On peut parler
d'une certaine manière d'un rapport postcolonial à ces territoires. Preuve en est, alors il y a une expression qu'on utilise beaucoup dans les médias aujourd'hui pour parler des quartiers populaires, notamment de Seine-Saint-Denis. Bon, vous la connaissez, j'imagine, cette expression. Il s'agit de territoire perdu de la République. Donc ça, c'est une expression qu'on a comme ça, qui est une expression médiatique et politique. Et aujourd'hui, il y a une expression institutionnelle, donc qui est portée par l'État français pour qualifier donc ces territoires où vivent les habitants des quartiers populaires, donc ces territoires, donc les quartiers populaires. On parle de territoires de reconquête républicaine. Voilà, donc effectivement, une expression très guerrière en fait, donc reconquête républicaine, avec même des gens qui sont à gauche. Enfin bon, je ne sais pas si vous considérez que le Parti socialiste français est à gauche, mais bon, disons que voilà, gauche avec des guillemets, mais le secrétaire national du Parti socialiste français qui parlant du 93, donc de la Seine-Saint-Denis d'où je viens, où je vis, avec mes enfants, qui parle de colonisation à l'envers, pour qualifier en fait, je ne sais pas si vous avez vu Monsieur Olivier Faure, donc il parle de colonisation à l'envers quand même, pour parler du 93, donc pour vous dire un peu comment le rapport qu'on peut avoir aujourd'hui à ces territoires-là, et c'est pour ça que la question du territoire est vraiment très très importante. Et je pense que vraiment c'est une dimension qui doit être prise en considération pour penser, voilà, en tout cas pour lire l'écologie telle qu'elle se pratique en France. Quelques éléments plus précis pour qualifier cet aspect que j'appelle le postcolonial dans le rapport au quartier populaire, c'est de dire que les enjeux que portent les habitants des quartiers populaires, des enjeux que l'on pourrait qualifier d'écologistes, même s'ils ne sont pas qualifiés comme tels au départ par ces habitants, ne sont absolument pas pris en considération et absolument pas qualifiés d'écologistes. Je vais vous donner un exemple, c'est une lutte que l'on mène depuis plusieurs années. Comme je disais pour commencer, donc moi j'ai commencé à lutter là-dessus parce qu'on impose de la viande à ma fille à la cantine, et que du point de vue de mon enfant, je trouve que c'est problématique, c'est-à-dire qu'il y a des injonctions comme ça qui sont... En tout cas, il y a un conflit d'autorité, de loyauté, la maman qui dit tu manges pas de viande, l'autorité qui dit mais vas-y, goûte, etc. Donc pour moi, c'est problématique, et voilà, il faut prendre cet enjeu-là en considération. Donc je commence à militer, comme je l'ai dit, dans une organisation majoritaire, et vraiment, c'est une fin de non-recevoir, et on me pousse... Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de l'organisation donc majoritaire, alors lorsque je pose cette problématique-là, on considère que l'enjeu que je défends est communautariste. Donc c'est comme ça que ça a été qualifié d'entrée de jeu, et encore communautariste c'était le plus poli. Souvent il y a eu parfois islamiste, et en fait je demandais l'alternative végétarienne, mais en réalité c'est pour ça qu'il faut dire quand même les choses. Et ces propos-là sont tenus par des écologistes, hein, notamment. Mais en réalité, je défendais un projet de halalisation. Donc, je ne voulais pas vraiment l'alternative végétarienne. En réalité, c'est le halal que je voulais imposer. Je voulais imposer la charia à l'école, islamiser l'école, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment ce qui a été les discours qui ont été tenus sans aucun complexe. Enfin, je veux dire. Et alors, j'avais beau répéter que non, je voulais vraiment l'alternative végétarienne, je voulais absolument pas de halal, etc. Et j'avais beau venir avec des rapports d'études qui montraient à quel point il fallait diminuer de toute façon sa consommation de viande, donc avec des enjeux environnementaux, avec des enjeux de justice sociale, et encore une fois des enjeux d'égalité de traitement, des enjeux même psychiques pour les enfants, enfin les conflits d'autorité dont je parlais tout à l'heure, etc. Rien n'y faisait. C'était limite si j'avais pas fait des enfants pour faire de l'entrisme au sein de la FCPE, etc. et pour pouvoir imposer la charia à l'école, quoi. Enfin, je veux dire, c'était un degré de déshumanisation même, hein, d'une lutte, voilà, qui paraît comme ça anodine, hein, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé là-dessus, en tant que parent pas encore organisé à l'époque, bon, pour moi, voilà, il y a un problème, il y a une solution qui est là, enfin, qui a d'ailleurs été, qui est déjà appliquée ailleurs en France, qui n'est pas portée par des gens comme moi. Je pense que ça joue beaucoup, parce que sinon, évidemment, si j'avais été blonde aux yeux bleus, de classe supérieure, etc., je pense que j'aurais été élue à l'époque parent écolo de l'année. Bon, là, ça n'a pas du tout été le cas, mais justement, c'est pour ça que je disais la question raciale et enfin la question sociale de manière plus générale, mais la question de classe et de race et les inégalités territoriales, etc., est primordiale pour comprendre ce qui se passe en France, en tout cas dans le rapport au quartier populaire. Et donc cette lutte n'a même pas été acceptée. Il y a eu une disqualification totale de cette lutte. La disqualification n'a pas marché parce qu'on a tenu bon, etc. Ensuite, elle a été diabolisée.
Et donc vraiment, il y a eu comme ça des entraves, et ça c'est important de le dire, il y a des entraves qui sont concertées, qui sont pensées pour empêcher des habitants des quartiers populaires, de classes populaires et descendantes de l'immigration postcoloniale, les deux éléments sont importants, un système d'entrave pour empêcher ces gens-là, dont je suis, d'accéder à une parole écologiste. Voilà, c'est pour ça que je préfère toujours partir de là, pour expliquer à quel point même, même prétendre à parler d'écologie et à lutter, à mener une lutte écologiste, même ça c'est une lutte en réalité. C'est pour ça que venir comme ça directement sur écosocialisme, etc., ce n'est pas possible, voilà, étant donné mon expérience. Nous on a dû se battre pour être reconnus comme écologie. J'en discutais tout à l'heure avec le journaliste de la PAC et je lui disais qu'il y a 2 ans, alors il y a 4 ans, donc j'étais une islamiste, je travaillais pour Daesh, etc. Et il y a 2 ans, alors on m'avait qualifié il y a 2 ans de facho-vegan, et je disais à quel point j'étais contente parce que tout à coup j'accédais, je disais bon, mais il y a facho, mais c'est pas grave, parce que du coup quand même je sortais de ma condition raciale en fait, et tout à coup j'étais considérée extrémiste mais écologiste, et ça je ne peux pas dire ici parce qu'on n'a pas le temps à quel point c'est une lutte sans pitié. C'est la guerre. Enfin, je veux dire, et pas sur des trucs révolutionnaires, pas sur c'est pas une lutte contre l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure ou des choses comme ça. Non, là c'est juste mon enfant aimerait bien avoir un repas équilibré à midi, est-ce qu'on peut trouver une solution, etc. Et non, et vraiment une disqualification, et donc il y a des enjeux de pouvoir qui sont essentiels. Alors il y a des enjeux des rapports sociaux de domination évidents, et des enjeux de pouvoir. C'est comment une classe sociale qui tient aujourd'hui le marché de l'écologie, donc le marché symbolique et politique de l'écologie, comment cette classe sociale donc, qui gentrifie, c'est pour ça que c'est précitueux, qui gentrifie la petite couronne parisienne, comment cette classe sociale va mobiliser des ressources politiques pour entraver et empêcher les classes populaires, descendants de l'immigration postcoloniale, mais ce sont des classes populaires pour les empêcher de s'organiser politiquement, y compris sur des choses aussi anodines que l'alimentation aussi anodines, aussi fondamentales en réalité, mais aussi anodines. Je veux dire, pour des parents, décider de ce que vont manger leurs enfants à midi. Enfin, je veux dire, moi, ce que je disais beaucoup à l'époque, c'est je les ai portés 9 mois, ça n'a pas été facile, je les ai allaités 2 ans, etc. C'est pas pour tout à coup les abandonner entre midi et 2 et ne pas du tout me soucier de ce qu'on leur donne à manger à midi. C'était ce qui était attendu de nous, c'est-à-dire que même ça, même d'avoir prise sur ce que mangent nos enfants à midi, on voulait nous en déposséder. Voilà. Et ça, c'est fondamental pour comprendre nos enjeux écologistes dans les quartiers populaires. C'est un débat, c'est anecdotique ce que je vais vous raconter, mais il y a un débat qu'a organisé Mediapart il y a quelques mois avec une militante, chercheuse, indigène du Brésil, et puis elle venait aussi avec tous ces enjeux que vous connaissez évidemment en Amazonie, et elle interpellait comme ça, juste avant que l'émission ne commence, elle interpellait donc la journaliste, et puis les autres journalistes qui étaient là, moi-même, et en nous mettant dans le même sac, avec une interpellation légitime sur des rapports nord-sud. Donc ce que vous disiez tout à l'heure sur l'apartheid, et puis sur des rapports impérialistes, on va dire nord-sud, profondément inégalitaires, etc. Et elle nous interpellait en nous disant, en essayant de nous sensibiliser en fait, en disant voilà ce que vous faites au sud, mais voilà on est tous dans la même galère finalement, etc. Il faut vraiment que vous changiez en profondeur, structurellement, etc. pour que nous on puisse aussi, donc voilà, et comme ça une demande d'alliance, de convergence, etc. etc. Moi, j'ai dû lui dire à un moment donné, ne me mets pas avec eux. Alors, je les adore, les journalistes de Mediapart, mais je veux dire, et j'ai dû lui expliquer en fait qu'en France, les habitants des quartiers populaires n'ont aucun pouvoir de rien. Je veux dire, il y a des bric-à-brac, alors je ne sais pas comment c'est en Belgique, de démocratie participative, soi-disant. Parce que voilà, on va vous dire, je ne sais pas comment ça se passe dans ta région, mais voilà, où on dit bon, il y a une démocratie comme ça représentative qui fonctionne pas forcément. Alors dans un quartier populaire donné, on va vous donner le choix de choisir, enfin la possibilité de choisir entre une poubelle bleue et une poubelle verte. Et vous allez passer 9 mois, alors avec toute une organisation, et on va vous donner les moyens, il va y avoir comme ça des ateliers, etc., pour choisir entre la poubelle bleue et la poubelle verte. Et alors ce qui est drôle, c'est que vous
vous travaillez 9 mois et puis vous dites bleu, ben on va vous dire vert à la fin. C'est-à-dire que c'est même pas, on fait même pas aujourd'hui l'effort d'y croire un petit peu à cette démocratie soi-disant participative. Et quand on prend du recul par rapport à cette question d'accès au pouvoir politique, mais le pouvoir politique, c'est pas forcément la politique politicienne, les partis politiques, etc. Je vous dis, c'est simplement, j'aimerais bien décider de ce que va manger mon gosse. J'aimerais bien que quand mes enfants jouent dans le quartier, ils soient pas en présence d'hommes en uniforme qui sont armés d'armes de guerre, etc. Donc c'est des choses voilà, très quotidiennes et qu'on peut ressentir en tant que parent. Voilà, même ça, on n'en a pas le pouvoir. Et c'est ça qu'il faut. Et je pense que c'est vraiment une spécificité de ce qu'on appelle le Sud du Nord. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des relations Nord-Sud, etc. Et on parle du Sud dans le Nord. C'est pas vraiment le Sud. C'est que non seulement on a zéro pouvoir, mais, et c'est mon deuxième point, et c'est pour ça que la question du territoire, elle est essentielle, on n'est pas chez nous, dans le Sud du Nord. On n'est pas chez nous du tout. Tout est fait pour que on ne soit pas du tout chez nous. Et ça, c'est quand même la base. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on vous répète à longueur de temps que par mille moyens, que vous êtes là, mais vous n'êtes pas chez vous ici, par exemple, par une question que vous connaissez, j'imagine aussi en Belgique, les contrôles, ce qu'on appelle les contrôles aux faciès, les contrôles racistes, c'est-à-dire et dans une volonté politique précise, c'est-à-dire que vous avez des gamins qui sont nés là, qui sont dans leur quartier, qui vivent dans des immeubles, etc., où de toute façon on est toujours trop. Il y a toujours une chambre en moins, il y a toujours besoin d'aller à l'extérieur, quoi, respirer un petit peu. À partir du moment où vous avez cette présence policière, encore une fois, parce qu'il s'agit de Noirs et d'Arabes, on se dit oui mais c'est pas grave, ils s'habituent et c'est pas. Non, nos enfants ils s'habitueront jamais. Moi j'ai 2 enfants petits, ils ne s'habituent pas, mon fils de 3 ans, il ne s'habitue pas à avoir des policiers dans le quartier. Je veux dire, voilà, on est humain aussi en fait. Nos enfants sont des enfants aussi. Et considérer que, donc avec cette présence policière et le fait de répéter, donne-moi tes papiers, montre-moi tes papiers, etc., etc. Donc de répéter à ces gamins en fait qui ne sont pas chez eux ici, qu'il y a besoin de montrer la carte d'identité pour prouver qu'on est bien légitime à vivre là. La question, voilà. Et comme je disais, 1000 moyens d'assigner à résidence des policiers eux-mêmes en France expliquent qu'il s'agit d'une volonté politique. Et après, ils le disent avec leurs mots, mais ils traduisent complètement le projet. Ils expliquent que, dans le 12e notamment à Paris, et ça c'est des journalistes qui ont recueilli cette parole-là, qui expliquent que c'est pour éviter que les gamins traînent dehors. Mais je veux dire, pourquoi les gamins ne traîneraient pas dehors ? C'est quoi le problème avec le fait qu'on a tous le droit, en fait, d'être dans l'espace public ? Là, tout à coup, il y a une volonté politique de voir ces gamins rester chez eux devant la télévision et à jouer. Et d'ailleurs, on remarque qu'il y a une surconsommation de numérique dans les quartiers populaires, dans les classes populaires. Voilà, vous n'avez pas circulé librement dans la rue. Mais ça devrait être la base de notre projet écologiste ici. On a quand même le droit de circuler dans la rue quand on est né quelque part, etc. Non. Pas de pouvoir et pas de territoire. Bon, là, j'étais un petit peu trop longue peut-être sur le territoire pouvoir, mais parce que voilà, pour moi, c'est deux éléments qui sont fondamentaux. Alors, parce que ces 2 éléments-là sont centraux et qu'ils disent pour moi la situation des quartiers populaires aujourd'hui, qui disent l'urgence des quartiers populaires, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Sur la dimension du territoire, nous on milite, et c'est la proposition politique, parce que nous aussi on a une proposition, un projet politique, c'est de se reterritorialiser. C'est-à-dire qu'on nous dit, on qualifie nos territoires de territoires de reconquête républicaine, nous aussi on va reconquérir nos territoires. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, on se met dans cette situation-là parce que effectivement la guerre nous est déclarée. Ok, mais on est déjà en guerre de toute façon, on va y aller avec nous aussi un rapport de force politique, etc. Et il faut reconquérir. Après, reconquérir, ça ne veut pas forcément dire nous aussi être en uniforme et des armes lourdes, mais ça veut tout simplement dire des choses. Voilà, organiser des pique-niques en plein cœur du quartier, dans les quartiers populaires. Donc je disais pour commencer à Bagnolet, par exemple dans le 93, dans certains quartiers populaires, voilà ce qu'on fait par exemple, des choses très anodines, c'est un pique-nique dans un quartier donc dit de la drogue. Et donc sous prétexte que c'est un quartier de la drogue, du coup les habitants n'y sont pas du tout considérés, on ne va pas réparer les ascenseurs qui sont en panne, etc. etc. Et parce qu'il y a une forte présence policière, parce que justement il y a la drogue, enfin c'est l'explication qu'on en donne, les gamins ne jouent pas. Il y a moins de liens sociaux, il y a moins de services publics, etc. etc. Et donc le fait de dire, voilà, on est chez nous,
dans l'espace public aussi, pas simplement dans nos appartements trop exigus avec plein d'humidité, etc., mais on a le droit d'être dehors, etc. Et donc on fait des pique-niques et il y a une convivialité, voilà, on renoue avec le lien social, etc. Ça déjà c'est politique et c'est une manière de reconquérir le territoire, demander des services publics, etc. Ça c'est pour le territoire. Et puis après, oui, la question fondamentale pour nous du pouvoir. On n'a pas de pouvoir, il faut travailler là-dessus, il faut essayer de regagner du pouvoir. Alors en tant que femme, en tant que mère notamment, je parlais tout à l'heure de l'alimentation, ça peut être de reconquérir le pouvoir qu'on nous a dépossédé en tant que mère, c'est-à-dire ne pas pouvoir décider du devenir de nos enfants en fait. Et là c'est vraiment la grande douille qu'on a mis aux féministes occidentales, je trouve, c'est d'avoir dissocié femme et mère en disant non mais ne vous rabaissez pas tout ce qui est maternel, etc. Résultat des courses, voilà, toutes les oppressions qu'on subit en tant que mère et toutes les oppressions que subissent nos enfants, voilà, ça passe par perte et fracas. Non, il faut se réapproprier le rôle politique que l'on a en tant que mère. Donc c'est voilà, toute la question du pouvoir et où pour nous c'est une... Et d'ailleurs, ça a été permis par cet outil écologiste, c'est-à-dire la conscientisation de l'oppression qu'on subissait et du coup la conscientisation du pouvoir que l'on avait en tant que parents et la responsabilité de parents, etc., nous a permis de penser justement ce pouvoir en se disant on va arrêter de dénoncer simplement les choses, de demander plus de choses, etc., de dénoncer l'inégalité, donc de demander l'égalité, etc. Et à un moment donné, on va s'y mettre, quoi. Les Gilets jaunes, voilà, et ça je tiens à le dire, ont participé aussi, c'est-à-dire que tout à coup il y a quelque chose de possible qui était envisagé par les Gilets jaunes, et bon, on était déjà dans cette réflexion, mais je pense qu'on était là-dessus vraiment, vraiment synchro. Et donc cette question du pouvoir, je voulais aussi... Alors le troisième élément, donc le territoire, le pouvoir, le troisième élément, c'est la victoire. C'est le fait de gagner. Je discutais tout à l'heure avec Latifa, la porte-parole d'un collectif de maires que vous avez ici à Bruxelles. Et alors, on a parlé pendant longtemps, et à un moment donné, et elle me décrivait un petit peu les actions qu'elle menait depuis 3 ans, etc. Et à un moment donné, elle m'a dit qu'elles avaient obtenu une victoire, mais elle me l'a dit vraiment vite fait, dans une parenthèse entre 2 virgules. Une victoire, c'est-à-dire qu'elles ont réussi à faire partir une commissaire. Et je lui disais, mais c'est une commissaire de police, pardon, parce qu'elle milite c'est le collectif des Madrés. Elle milite sur les violences policières que subissent leurs enfants, et elles ont obtenu ça. Mais nous, en France, mais c'est même pas en rêve. Je veux dire, on n'en est pas du tout là. Ça me paraît même tellement inaccessible. Et je lui disais, mais pourquoi tu dis pas ça en premier ? Pourquoi tu dis pas en premier parce qu'elle me disait qu'elle avait du mal à mobiliser. Et je lui disais, mais c'est ça qu'il faut mettre en avant tout de suite. Tu aurais dû me dire ça dans les 10 premières secondes. On a gagné. Et dans les quartiers populaires, le problème c'est ça, c'est qu'on voit tellement défiler des gens qui, effectivement, je crois que c'est un vrai sujet politique, l'hypocrisie des gens et le fait qu'ils ne soient pas du tout crédibles. Enfin, tu parlais tout à l'heure de Macron, c'est qu'on voit défiler dans les quartiers populaires, y compris des écologistes qui ne sont pas du tout crédibles, enfin, qui vont avoir comme ça un discours politique très général, etc., très abstrait sur le réchauffement climatique, etc., mais qui concrètement au niveau local, voilà, ne vont pas du tout être crédibles. Et puis il y a les 40 ans de politique de la ville, il y a voilà, toutes ces instrumentalisations, ces récupérations, etc., qui font que les gens ne vous suivent pas lorsque vous venez avec un projet écologiste. Surtout si vous arrivez avec vos gros sabots d'écologistes, avec tous les codes qui vont avec, etc., et qui créent une distance comme ça avec les classes populaires. Mais par contre, dès que vous commencez à gagner, par exemple sur les ascenseurs dont je parlais tout à l'heure dans le quartier qui était en panne pendant des années, on a gagné, on a obtenu du bailleur social. Et d'ailleurs, c'était une lutte écologiste. Là, pour le coup, on l'a qualifié d'écologiste parce qu'on retrouvait du pouvoir voilà, sur notre environnement, l'espace public, etc. On a gagné. Ça a changé la donne dans le quartier en particulier parce que les gens... tu gagnes, ils te suivent, en fait, ils se disent qu'il y a un autre monde est possible, comme on dit. Et donc la victoire, voilà, c'est quelque chose d'essentiel aussi, et c'est pour ça que stratégiquement, et je dirais juste peut-être un mot quand même en conclusion, mais stratégiquement, la question de la victoire, elle est aussi importante que la question du territoire et du pouvoir, parce que ça nous oblige, du coup, et je fais là vraiment 2 secondes de stratégie politique, ça nous oblige à être sur des projets très concrets, sur du court, moyen et long terme, mais sur du court terme, il faut penser comme ça les différentes, le phasage, en fait, et pas partir sur alors je vais lutter contre le réchauffement climatique pour les générations futures, par exemple. Non, je vais lutter pour que la semaine prochaine, ma fille puisse avoir un repas équilibré à la cantine. Et si je gagne, déjà, ça sera énorme et on verra vers où ça nous mène. Mais voilà, une conscientisation comme ça en allant. Juste vraiment 2-3 petites remarques juste pour réagir à ce qui a été dit, parce que
C'est vraiment voilà, des petites remarques et j'en aurai pour 3 minutes. Le fait que les riches se préparent à deux mondes, voilà, et qu'ils ont des îles désertes, etc. Parce que ce que je veux dire, mais vous l'avez suggéré, mais c'est que par exemple dans le 93 et par exemple à Bagnolet, il y a déjà ces deux mondes-là. Je veux dire, c'est pas les riches, les pauvres, le nord, le sud, de manière comme ça spectaculaire. Ça peut être tout simplement une ségrégation spatiale. Mais qui est spectaculaire, avec par exemple contournement de la carte scolaire, qui va faire que on va avoir toute une population, donc classe moyenne supérieure blanche, qui va faire du slalom avec voilà, une obligation de carte scolaire, et qui va donc frauder pour ne pas se retrouver mélangé avec les Noirs, les Arabes, les classes populaires, les pauvres, les Roms, etc. etc. Enfin, alors il y a un projet qui est, je trouve, symptomatique de voir comme ça des gens dans des quartiers pavillonnaires qui sont voilà, de classe aisée, classe dominante, donc encore une fois dans une ville gentrifiée, qui jamais ne nettoient leur salle de bain de leur vie. C'est-à-dire que chez eux, ils ont 3 femmes de ménage. Alors une pour la salle de bain, une pour s'occuper des enfants, une pour faire à manger, etc. Et qui tout à coup, donc ce que je racontais tout à l'heure, mettent un petit gilet rose ou violet, je me souviens plus de la couleur, et qui viennent dans les quartiers populaires, donc dans leur quartier, et puis dans leur quartier pavillonnaire, c'est nickel, hein, c'est propre, etc. Parce que quand même ils payent des impôts, donc il y a des vrais services publics, et puis voilà, de loterie, etc., etc. Quartier populaire où tout est sale, évidemment, et ils viennent dans les quartiers populaires un jour par an pour dire bon allez venez, on va tout nettoyer. On va tout nettoyer. Alors je vous dis, ils n'ont jamais rien nettoyé de leur vie, mais on va tout nettoyer, etc. Et en plus avec un projet, donc projet qualifié d'écologiste. Ils qualifient ce projet d'écologiste, écologiste où en fait on conditionne. Et je vous assure que c'est vrai. Enfin c'est comme ça que c'est posé noir sur blanc. Vraiment aucune honte là-dessus. Où on conditionne le départ en vacances des enfants, je ne sais plus à Deauville ou je ne sais plus quoi, par le fait qu'ils nettoient le quartier. Bon, déjà, les enfants ne sont pas des enfants, ne sont pas considérés comme des enfants parce que, voilà, jusqu'à normalement en France, le travail des enfants, non, je veux dire, t'as pas comme ça exploité, etc. Encore moins à conditionner par des vacances. Mais avec aussi ce côté, tout ça, quand je commençais par postcolonial, ça peut paraître un petit peu fort, mais quand même, venir quand on est des quartiers pavillonnaires, vraiment avec une ségrégation spatiale, encore une fois, spectaculaire. Enfin, il faut voir comment ça se passe en petite couronne. Venir comme ça dans les quartiers populaires pour dire, on va vous civiliser, en fait, on va vous apprendre à être propre, parce que, et sans jamais poser la question politique des services publics inégalitaires d'un espace à l'autre, d'un territoire à l'autre, etc. La question, par exemple, il y a un collège là à Bagnolet, le collège Travail, c'est un collège public que ne fréquente pas cette classe sociale, donc moyenne supérieure. Ils veulent le déplacer parce que c'est trop beau, c'est dans un château. Ils veulent le déplacer en bord d'autoroute. Voilà, et c'est des écologistes qui portent ça. Je veux dire, à aucun moment ils se disent non mais c'est pas bien, etc. On va partager, ça serait pas normal pour nous, c'est pas normal pour eux. Non, je veux dire, voilà. Là-dessus, puis alors, juste un tout petit bout de conclusion, mais dire aussi que, alors je crois que le mot fascisme, enfin, a été prononcé, puis voilà, cette peur du fascisme, etc. Moi, je pense qu'on n'y va pas vraiment. Alors, ça m'est déjà arrivé de l'employer aussi, aussi pour nous faire peur et tout, comme ça peut-être on se réveille et tout, mais je pense que vraiment on part plutôt sur cette histoire de demande et avec un État libéral autoritaire et avec au sein, en France même, une organisation où il y a une classe sociale qui vit bien, qui est voilà, dans un confort, qui respire bien, etc. Entre Paris et Bagnolet, c'est pas la même pollution de l'air, donc vraiment d'un mètre à l'autre, quoi. Et une autre classe, et où on parle de liberté de manifester, liberté de s'exprimer, etc. Donc il y a des droits fondamentaux, etc. Et puis une autre classe sociale totalement sous contrôle, qui n'a pas même pas le droit de bouger le petit doigt, pardon, et où il n'y a pas de liberté d'expression, pas de liberté de manifester, qui est même assigné à résidence, etc., etc. Donc je pense que ça part plutôt là-dessus. Je finis juste par un dernier mot. C'est le dernier, mais c'est un peu ce que vous... C'est le dernier. Non, mais c'est pour finir, parce qu'en fait, sinon, on pourrait avoir l'impression comme ça que je suis très négative et tout, alors que pas du tout. Je suis très, très enthousiaste, moi, par rapport aux luttes qui sont menées. Mais alors, justement, moi, je parle de lutte. Voilà, quand on dit oui mais Piketty propose ça, etc. Mais je veux dire, il propose que Arnaud finisse à 30 000 euros par an ou par mois, je sais pas. Non, je veux dire, ça n'arrivera pas, ça va pas tomber du ciel. Arnaud va pas lire le bouquin de Piketty en se disant je vais perdre 15 milliards. Donc il faut quand même parler de lutte, et en réalité de luttes qui vont finir par être très très violentes et qui vont coûter. Et c'est ce qu'il faut dire, je pense, y compris à la classe moyenne supérieure, parce que là, ici, on est dans une marginalité extrême. Par rapport aux questions d'écologie. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des inégalités spectaculaires, sociales spectaculaires. Ça ne marche pas du tout ce qu'on dit. C'est pas du tout ce qui est mis en place. Ce qui est mis en place, c'est
c'est un libéralisme qui casse tous les systèmes de solidarité, le système social, le système d'entraide, qui effectivement, on parle d'individualisme, c'est plutôt de l'isolement, on casse les collectifs politiques, etc. C'est ça qui est mis en place aujourd'hui. Et je ne parle pas des rapports nord-sud avec un impérialisme aussi qui n'a jamais été aussi, avec un suprémacisme blanc, etc. Donc là, ce qu'on dit là, non, ça n'arrive pas pour l'instant. Il faut se battre. Et c'est par ça que je veux finir, en fait. Pour être vraiment positive, il faut se battre alors, il faut se battre. Mais alors, en fait, voilà, je vais finir par un mot positif, mais je suis obligée de donner un élément, pardon, mais je suis obligée quand même de finir par ce mot positif. En fait, pour moi, ce qui m'inquiète, alors je ne connais pas le contexte politique précis en Belgique, mais ce qui m'inquiète en France, et je suis obligée de parler de la question raciale, et je suis obligée de parler d'islamophobie, la question de l'écologie ne peut pas être comme ça dans un truc parallèle et où on fait comme si ça n'existait pas. Ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est qu'on a l'État Macron, qui est un État vicieux, qu'on qualifie de libéral autoritaire. Face à cet État Macron, les classes populaires, les classes moyennes aussi, je les mets classes moyennes un peu dans les campagnes, on l'a vu avec les Gilets jaunes, ont besoin d'une offre politique. Voilà, que nous aussi, on peut participer à construire. Bon, moi, ce qui m'inquiète, mais j'ai une solution après, c'est ce que je veux dire, mais ce qui m'inquiète par rapport à cette offre politique, c'est que l'offre politique pour contrer l'État Macron, donc l'État libéral autoritaire, incarné à un moment donné par la France insoumise, moi je le dis, j'ai voté à l'époque pour la France insoumise, etc. Donc, cette offre politique, elle n'est pas crédible aujourd'hui. C'est ça, pour moi, le gros problème. C'est-à-dire, dire aux gens, venez, on va lutter contre l'État Macron, on va lutter contre le libéralisme, ce n'est pas crédible. Je trouve, moi, que ce n'est pas porté, ce n'est pas incarné politiquement à gauche. Il y a un gros problème à gauche. Voilà. Et par contre, l'offre politique qui marche à plein aujourd'hui en France, et c'est ça qui est inquiétant, et je finirai ensuite par le mot positif, mais ce qui est inquiétant, c'est que l'offre politique qui marche face à l'État Macron, c'est de dire on ne peut rien contre l'État libéral. Par contre, on peut vous permettre, à vous, classe moyenne supérieure blanche, on peut vous permettre de maintenir vos privilèges raciaux. Et ça marche. Là, il y a de l'offre politique, y compris parfois à gauche. Et là, il y a de multiples offres politiques. Moi, c'est ça qui m'inquiète, en fait. C'est-à-dire que nous ne travaillons pas assez, y compris les écologistes, à une offre politique anticapitaliste, antilibérale, etc. Par contre, pas assez. Pas assez quand on voit l'État, après je peux vous donner des chiffres, mais quand on voit l'État de la France. Et pardon, et je finis par un mot positif, pour moi, comment on peut sortir de cette impasse donc, par rapport aux offres politiques? Pour moi, vous avez trouvé ça un peu mignon et beaucoup moins politique que ce que j'ai dit plus tôt, mais pour moi, c'est la question des mères de famille. Pour moi, dire en tant que mère, voilà, moi je peux subir des humiliations, des discriminations, etc. C'est pas grave. Par contre, je ne veux pas que mes enfants vivent dans un monde pourri, dégueulasse, un monde d'oppression. Voilà. Ici, est-ce qu'on est prêt à mettre de côté ces privilèges et à dire non au système d'oppression, donc de classe, de genre et de race? Pas forcément, mais est-ce qu'on veut que nos enfants vivent là-dedans? Et pour moi, je trouve qu'on doit travailler sur cette proposition politique-là. Je m'adresse aux mères et je dis, voilà, construisons autre chose, un monde plus égalitaire, un monde plus juste, un monde plus respirable. Et voilà, et bon, voilà, c'est ça le truc positif que je voulais dire. Merci beaucoup, Madame Moissac. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos 3 interventions. Je vous donne la parole et puis je reviens vers vous, Corinne, Hervé, Fatima, pour que vous puissiez réagir. Je vous donne la parole. Il y a quelqu'un qui... Pierre, pour le micro. Madame ici souhaite... Ah, merci Anis. Moi, écoute, je voulais juste dire une chose. Je suis aussi française. J'ai des enfants. Et donc, vous parliez du problème de la viande. Mais moi, je peux vous dire que je suis dans une école... Enfin, mes enfants sont dans une école à Uccle, donc dans une ACUP, on va dire. Mais en attendant, il y a pas de cantine. Ils mangent dans une classe le midi. Et c'est aux parents de préparer le repas. Et donc là, il n'y a pas de problème. Je pense qu'à ce moment-là, si vous voulez faire en sorte que vos enfants mangent pas de viande ou en tout cas ce que vous voulez qu'ils mangent, vous pouvez préparer des boîtes à tartines avec une salade ou quoi que ce soit. Je pense qu'en France, vous pouvez en tout cas réaliser cela. C'est ce qui se réalise en Belgique et ça ne pose aucun problème. Merci pour votre suggestion, madame. D'autres interventions, n'hésitez pas. Monsieur, je vous en prie. Bonjour. Voilà, moi un peu pour me situer, d'ailleurs, je suis vraiment un écologiste pur jus, plutôt bobo blanc favorisé de plus de 40 ans.
Ah oui, tous les vices. Mais donc, je suis vraiment, je reprends vraiment par le côté écologique, mais ma réflexion est quand même que le premier truc qui manque à l'écologie aujourd'hui, c'est de recréer un modèle économique et politique qui soit à la fois désirable et mobilisateur. Et donc, c'est vachement intéressant tout ce qui se passe ici, tout ce qui se discute ici. Mais par contre, une réflexion, peut-être, j'aimerais bien avoir la réaction des intervenants, c'est que pour moi, ce que je comprends dans une perspective historique, la revendication principale du socialisme et de ses différentes variables jusqu'ici a été de pousser à l'accès des classes populaires aux standards et aux standards de vie des classes dominantes. Et ça se retrouve très fort, par exemple, dans le programme du Parti Socialiste, par exemple, en Belgique, qui s'est centré sur le pouvoir d'achat sur la dernière partie. Or, la crise écologique nous met justement, et Hervé Kempf l'a mentionné tout à l'heure, devant le fait que le gâteau va diminuer drastiquement, et que, en fait, à l'échelle de la Belgique, les 8 plus gros, à part peut-être le premier et le deuxième décile, tous les autres déciles vont devoir baisser leur standard de vie, vraisemblablement, dans le cadre du gâteau tel qu'il restera après la crise écologique. Or, ça, c'est, à mon avis, potentiellement incompatible avec la base idéologique du socialisme. Et c'est peut-être un élément de réflexion par rapport à l'écosocialisme qui est une contradiction dans le terme. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur l'a demandé, je pense. Vous avez demandé la parole. Oui, monsieur là, Mme-Lise, juste là, droit devant moi. Mais manifestez-vous. Oui, en fait, j'avais une question par rapport à la France. Madame parlait très justement de faire la guerre pour lutter pour ses droits. Comment on fait avec un pays qui est le vassal d'un empire qui lui fait la guerre économique, je pense aux États-Unis, qui espionne notre pays. On l'a vu avec l'affaire Alstom. Comment on fait, en fait, par rapport à ce pays, cet empire, qui devient de plus en plus violent, les États-Unis? Merci à vous. Pietro, tu as souhaité prendre la parole. Excusez-moi, j'ai l'œil sur l'heure par respect pour les musiciens après. Oui. Pour ça. Merci. Ici encore vous. Merci pour avoir amené ici en Belgique ces morceaux de France. Ça m'a rappelé l'époque que j'ai habité au bureau en Île-de-France, les débats qu'il avait à l'époque. Eh bien, reconquérir le terrain. Mais c'est le chemin qu'il faut faire. C'est-à-dire permettre de mettre ensemble des quartiers, de mettre ensemble les bassins descendants dans les milieux ruraux, les mettre en réseau et commencer dans les quartiers même à conquérir, à avoir des petites victoires. Ça, c'est par là qu'on commence à reconstruire, à faire un pays dans un pays. C'est-à-dire qu'on va faire une carte qui se fait sur la carte existante de nos pays actuels, une autre carte, que c'est notre carte, que c'est notre pays. Et là, on recommence à reconstruire notre société. J'ai bien aimé votre intervention. Merci beaucoup. Mathieu, je t'en prie. Et plein de connexions. Par rapport aux interventions globales, moi ça me fait penser aussi à une autrice française que j'ai écoutée il y a quelques temps, qui s'appelle Aude Vidal, qui est un petit bouquin écologie, individualisme et course au bonheur, qui elle est extrêmement dure par rapport aux écologistes, qui dit que c'est un parti fait pour les individualités. On est dans un parti du do-it-yourself, donc moi-même, en bon robot, je peux faire des choses à la place des professionnels, et donc elle est très très pessimiste sur le fait que les écologistes, alors je ne sais pas de parti en particulier, mais de manière générale, les écologistes s'emparer du écologie et conquérir les autres dans l'état social. Après, tout
petit espoir, j'étais il y a quelques jours dans un séminaire sur les espaces verts de la SLFP, Société de logement région bruxelloise, la société régionale qui construit les logements sociaux à Bruxelles. Il y avait quand même quelques petits espoirs, on va dire, dans le sens où, effectivement, de plus en plus, les architectes sortent, on va dire, un peu de leur couloir et réfléchissent avec d'autres acteurs du terrain, d'autres acteurs associatifs à construire ensemble des espaces verts. Et donc j'entendais cette phrase qui m'avait marqué, c'était le végétal est un médium qui réunit les gens. Voilà, c'est un pacificateur social. Nous avons compris que c'était pas un gros pacificateur qui peut amener la paix sociale, mais on constate qu'il y a effectivement énormément de parcelles sur les socles des logements sociaux et à travers, on va dire, l'aménagement des espaces verts avec les habitants des logements sociaux, on peut recréer. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. D'autres interventions? Je vous en prie, madame, et puis je repasse la parole. Une toute petite remarque extrêmement rapide. Je suis quand même étonnée qu'aucun d'entre vous n'ait à un moment ou à un autre fait allusion aux guerres capitalistes qui se mènent dans le monde et qu'aucun d'entre vous non plus n'ait à un moment ou à un autre songé à demander quelque chose comme le démantèlement de l'OTAN. En état de mort cérébrale, si j'ai entendu le président. Une dernière intervention? Je vous en prie. Et puis... je voulais aussi réagir par rapport à l'histoire, la dernière histoire entendue, effectivement, où tout ce chemin qui mène à pouvoir se prétendre de la lutte écologique. Après, je réagis parce que j'ai entendu ce mot quand même deux fois, bobo, et c'est quand même si une des forces de système, c'est... Enfin, bobo est devenu une insulte, et enfin voilà, moi-même, j'ai du mal à dire, ah tiens, je veux surtout pas être bobo, mais en fait, voilà, je trouve que ce système arrive bien aussi à opposer les gens, et donc personne ne veut être bobo, sauf qu'en fait, on veut quand même changer les choses, mais si changer les choses, ça veut dire être bobo, enfin voilà, c'est une des forces du truc. Après, en prenant le tram ici, pour venir à côté de moi, il y avait un petit jeune et sa copine, et enfin voilà, je racontais l'anecdote il y a un peu plus tôt, mais et il disait voilà, si j'avais un pouvoir spécial, je voudrais même pas voler, ou je voudrais pas sauver les gens. Moi, si je voulais un pouvoir spécial, ce serait celui de m'enrichir, et puis comme ça, je pourrais faire tout ce que je veux et je penserais qu'à moi. Et ici, quand on parle voilà, de convergence des luttes aussi, parfois je me demande, mais voilà, c'est comment parler à des gens déjà convaincus, mais la question aussi, c'est comment parler au reste qui finalement se complaît encore, complet. Je ne sais pas s'ils sont dans le déni ou si en fait ils aiment ce système, mais voilà, est-ce qu'on est minoritaire, est-ce que, enfin voilà, comment on fait aussi. Merci beaucoup, madame. Le socialisme est-il par nature productiviste? La France vassale des États-Unis, plus d'arbres, moins de délinquance, les bobos, une stigmatisation à l'envers. Je vous donne la parole. Hervé, je t'en prie. Écoutez, on est parti dans beaucoup de directions et le temps est un peu compté, donc et je pense que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est français et j'ai l'impression que le contexte français est très différent du contexte belge. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, parce que nous, on sort de, en tout cas moi, après tout, je vais parler en mon nom propre, mais d'une année très très dure avec les Gilets jaunes, avec ça n'est même plus de la violence policière. Le terme de violence policière maintenant n'est pas approprié. On commence à parler de terreur d'État. Moi j'ai fait un édito l'État terroriste, je l'assume. Daniel Schneiderman, qui est très pondéré, c'est un journaliste en France, parle de l'état de terreur. J'ai revu ce mot. On est là. Et bon, donc ce que je veux dire par là, c'est que
voilà, moi je parle de cette expérience et puis des guerres capitalistes. Après tout, parlons aussi des révoltes qui se produisent dans le monde. Je veux dire, cet ébranlement dont on parle, c'est l'Algérie, c'est la Colombie depuis quelques jours, c'est le Chili, c'est Hong Kong, c'est le Liban, c'est l'Iran, c'est l'Irak. On ne sait pas ce qui se passe, mais on sent que partout, en tout cas dans un très grand nombre de lieux, de pays, voilà, les gens se rebellent contre un pouvoir. Alors une fois de plus, sans avoir la solution en face, mais en disant ça ne va plus, ça ne va plus, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi je m'inscris par rapport aux différentes questions dans ça. C'est-à-dire, moi j'ai tendance à dire, je suis désolé, je cherche pas spécialement les signes positifs, l'espoir, etc. Désolé. En revanche, je suis absolument d'accord avec Fatima sur la question des victoires. Parce que je crois qu'il faut parler stratégie. En fait, moi, c'est ça mon problème. Enfin, peu importe moi ou nous, mais je n'ose pas parler au nom d'un nous, mais donc dans cette réflexion-là. Et du côté écolo, on a eu des victoires en France sur les OGM, mais pas qu'en France. Sur les OGM, une victoire européenne, sur le gaz de schiste. Enfin voilà, il y a des terrains qui se gagnent. Notre-Dame-des-Landes. En ce moment, vous avez une très belle bataille qui se fait à Arlon, en Belgique. Il faut vraiment, me semble-t-il, la soutenir. Enfin voilà. Donc s'appuyer sur les victoires, assumer le fait qu'on est, j'aime pas le terme de guerre pour 1000 raisons, mais le capital nous fait la guerre. Voilà, les dominants nous font la guerre. Donc quand il y a des policiers qui viennent dans les gares armés comme je sais pas quoi, quand il y a un an, le collectif pour Adama Traoré fait un pique-nique, enfin une sorte de fête à Beaumont-sur-Oise, les Français, le pouvoir, ils ont envoyé l'armée. Ils ont envoyé des soldats. Il y avait des gamins de 6 ans, de 8 ans, des pique-niques, des parents, et ils ont envoyé des soldats avec des fusils mitrailleurs, comme on dit. On est dans cette situation, donc moi je raisonne par rapport à ça. Je suis désolé. Et voilà. L'écologie, il faut arrêter de se dire les bobos, les écologistes. C'est pour ça que Fatima, il faudra qu'on continue à discuter, parce que toi, ton expérience de Bagnolet, des écolos, il faut les faire avancer, de toute façon. Il faut qu'on fasse avancer. Bon, moi, je me sens à l'aise parce que Reporter, depuis 2015, on fait un dossier, on fait des papiers écologie et quartier populaire, et toute l'équipe, on assume. Moi, je le dis, on est d'un milieu bourgeois, on est plutôt classe moyenne supérieure. On n'a pas d'expérience de vivre à Aubervilliers ou à Fézin, ou voilà. Mais on y va, on essaie de raconter. On a ce truc tenace parce que il faut absolument qu'on arrive sur cette valeur fondamentale qui est la question écologique à nous réunir. À nous réunir, nous, les classes moyennes supérieures, les migrants post-coloniaux, je ne sais pas quelle expression tu emploies, qui pour moi sont des Françaises et des Français, puis quelque part, on en a marre d'être Français, Belges, Italiens, on a envie d'être des humains et des... Voilà. Bon, donc ça, c'est un autre point. Il faut absolument qu'on travaille là-dessus, que la gauche, que l'écologie fasse, mais qu'elle s'assume par rapport à la conflictualité, à la violence des dominants. Moi, je suis désolé, moi, c'est ça qui me frappe. C'est ça, ils sont terribles en face. Moi, je veux bien parler de tout, mais il y a ça qui est fondamental et qui est la tâche politique essentielle. Ruffin, qui fait quand même du bon boulot, bon, l'interviewé aujourd'hui, c'est publié dans Reporter, il dit, mais il l'avait dit ailleurs déjà, en ce moment, qu'est-ce qu'ils font, les dominants? Ils essayent d'opposer, tu l'as dit, et tu as raison, je suis d'accord, les classes moyennes, les Français et les immigrés. Et voilà, et en plus, tous les médias sont derrière. Vous disiez comment on fait, comment on fait pour convaincre les gens. Mais il y a les médias, enfin je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais nous, c'est des Zemmour, c'est des TF1, ils nous mettent sans arrêt. On a passé 3 semaines à discuter du voile, parce qu'il y avait simplement une femme qui avait été à un conseil régional en Dijon en accompagnement d'enfants, et elle avait un voile. Et moi, je vais vous dire, en plus, ma femme Véronique, elle occupe d'une association d'éducation populaire, enfin peu importe, mais pour trouver des femmes ou des pères qui accompagnent les enfants dans les sorties pour aller au musée ou pour aller au parc, ou etc., souvent, c'est les mères qui sont... Et quand c'est une mère qui est voilée, on se fout qu'elle soit voilée ou pas, on dit, c'est une maman, c'est Madame Dupont ou c'est Madame Mohamed, et très bien, et voilà. Et donc, pendant 3 semaines, on a été... Mais ils nous ont pris la tête avec ça, alors qu'il y avait les révolutions, enfin les mouvements qui se passaient à Hong Kong, plein de problèmes écologiques. Voilà. Donc on a aussi, comment convaincre les gens? Moi je ne peux pas convaincre face à des gens qui se mangent du CNews, du LCI, du Zemmour toute la journée, du Valeurs Actuelles, du Figaro, de la presse oligarchique. Oui, mais moi voilà. Donc ça, on a ce problème aussi de médias.
Et voilà, pour pas être trop long, mais je parlais un peu. Et quand même, arrêtons quand même comment dire, l'écologie. Ok, les écologistes, parce qu'il y a une espèce de flagellation ici, je ne sais pas d'où ça vient, Fatima, mais il faut assumer. On a quand même, quelque part, et moi je l'assume avec d'autant plus en étant à l'aise que je me bagarre contre le capitalisme, sur l'inégalité depuis longtemps, mais quand même, les écologistes ont quand même eu ce truc essentiel de nous faire comprendre que la question écologique était fondamentale. Vous, si j'ai bien compris, la PAC, etc., beaucoup vous venez du socialisme et d'une vision du mouvement ouvrier qui était très passionnant en Belgique, etc. Bah, maintenant, vous êtes obligés, et c'est une bonne chose, on est tous obligés au bon sens du terme, de penser l'écologie. Et donc, malgré tout, les écologistes, ils ont fait ça. Alors, il se trouve que c'était plutôt des bourgeois, plutôt des classes moyennes, et qu'il n'y avait pas, effectivement, l'angoisse de comment je vais finir ma fin de mois, ou ils avaient des problèmes de riches, on est d'accord là-dessus. Mais ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot d'alerte, et il y a quand même des gens formidables, indépendamment du fait qu'il y a des gens qui se sont bagarrés, que la répression policière, nous, par exemple, écologistes et reporters, pourquoi on est aussi attentifs aux questions policières? Parce que les écologistes, ils sont confrontés au pouvoir d'État. Un des morts récents, après, je ne vais pas refaire l'histoire de la répression d'État en France, mais c'est quand même un moment capital en 1977 où il y a une énorme manifestation, et l'État tue Vital Michalon. Et récemment, ils ont tué en 2014 Rémi Fraisse, qui était un jeune petit bourgeois très sympa de Toulouse, qui était un naturaliste qui aimait les papillons, mais ils l'ont tué. Enfin, vous voyez, donc on est... il faut vraiment si je me permets, parce que je comprends un peu de l'ambiance qui est là, il faut qu'on fasse l'union. Il y a un ennemi. Voilà. Je déteste le terme de guerre, mais il y a un ennemi, et face à ça, il faut qu'on bosse ensemble, qu'on se réunisse, qu'on se comprenne les uns les autres. Je dis pas toi et moi, Fatima, parce qu'on se connaît bien, et enfin un petit peu, mais maintenant on partage énormément de choses, mais voilà, qu'on arrive à franchir ces divisions. Et c'est vrai que là, il y a un défi énorme pour la gauche, en tout cas en France, moi je sais pas, la gauche et les écolos. On a effectivement un vrai problème avec le parti écologiste, parce qu'il continue à aller un peu vers les libéraux. Jadot, il n'est pas très clair pour être voilà. Là, on a un vrai problème. Il faut que, et tu vois, un type comme Piketty, bon, je citais ça, c'était pas bon, peu importe, mais il dit, il faut que les écolos arrêtent d'aller vers les libéraux. Il faut qu'ils soient avec la gauche pour défendre une vraie politique de gauche. Et la politique de gauche, qui est la politique de la justice sociale, et la politique antiraciale. Et c'est là qu'on a ce pont à rétablir, pas entre nous, je pense ici, mais arriver à le faire passer dans la politique, parce que la justice, l'antiracisme, qui va ensemble, et l'écologie. C'est absolument essentiel. Il faut qu'on rebâtisse une posture, même pas un programme, un projet, etc., mais une démarche commune par rapport à ces points. Ouais, du coup, c'est compliqué de réagir parce que du coup, on a lancé plein de fils et du coup, honnêtement, chacun mériterait un peu plus qu'une réponse en 3 minutes. Mais puisqu'ils ont été lancés, je vais quand même essayer d'y réagir, même de manière un peu rapide. Je suis en partie d'accord avec ce qu'Hervé vient de dire, notamment sur... moi, je suis assez perplexe en ce moment de comment va déboucher ce moment-là dans lequel on est, en tout cas en France, où je sens que voilà, il y a des tâtonnements, alors pas au sens laborieux du terme, mais j'ai l'impression qu'on est un peu au milieu du gué sur la question, une question simultanée de ce qu'on appelle l'intersectionnalité et la requalification d'un certain nombre de luttes par des réalités quotidiennes différentes en fonction de classe sociale, de genre, de personnes racisées, etc. Et en même temps, en parallèle à ça, cette nécessité de convergence des luttes, d'union, d'alliance, de complicité, d'archipélisation, on peut utiliser tous les termes qu'on veut. Et je ne vois pas encore exactement comment cette jonction-là va ou non se faire. Et du coup, tu disais tout à l'heure, j'ai envie de centralité, j'ai envie d'être écologiste et pas d'être éco-socialiste ou écologiste radical ou écologiste ceci et cela. Et du coup, voilà, j'entends ça.
mais je ne vois pas comment tout ça va s'articuler. Je reprends un exemple sur du coup ce que tu disais de l'expérience et du vécu des quartiers populaires. Voilà, moi je pourrais reprendre au début de la réunion et parler des luttes en milieu rural, où on se bat pour garder, pour que le train continue à s'arrêter dans notre gare. On est dans une vallée au pied du Vercors. Le jour où on n'a plus le train qui s'arrête dans notre gare, on est coincé dans la vallée pour beaucoup de personnes, et pour les autres, obligés de prendre leur voiture dès qu'elles se déplacent. Et même pour aller au pôle emploi, puisqu'on n'a plus non plus de pôle emploi, et que maintenant le pôle emploi, il est à une demi-heure de route. Qu'on s'est battu, puisque tu parlais des maires, on s'est battu pour garder notre maternité. On l'a perdue. La maternité, elle a fermé depuis 1 an et demi, et aujourd'hui, on a des femmes qui accouchent au bord de la route départementale, et on a une femme qui a perdu son bébé in utero pendant le transfert en hélicoptère, alors qu'elle avait respecté tout le protocole qui avait été mis en place. Et on se bat contre... Enfin voilà, on a ces luttes-là. On se bat contre la fermeture de petites écoles rurales, contre les nouveaux regroupements que nous promet le ministre de l'Éducation, etc. Et donc moi, j'ai aucun souci à rentrer par la question des luttes, et par la question des luttes avec une spécificité de territoire. Parce que de fait, oui, il y a effectivement des spécificités de territoire, il y a de la ségrégation spatiale, et il y a des réalités qui sont différentes aujourd'hui en fonction des endroits où on habite, d'une part, et en fonction des conditions matérielles d'existence, d'un niveau de revenu, et en fonction effectivement d'une, je sais pas comment le dire, quoi, d'une apparence visuelle, d'une couleur de peau, de ce qu'on vous prête, à tort ou à raison, mais en tout cas de ce qu'on vous prête sans que vous l'ayez vous revendiqué forcément, ou même si vous le revendiquez, enfin bon, bref. Donc oui, il y a des réalités très différentes, mais à quel moment est-ce que justement la question des rapports de domination, la question des classes sociales qu'on a beaucoup abordé ce soir, à quel moment et est-ce qu'elle est en capacité de, non pas de gommer ces différences, surtout pas, mais de réunir des gens qui ont des réalités quotidiennes différentes, qui ont des cultures différentes, des cultures politiques, des trajectoires différentes, etc., mais qui ont un sentiment de classe, d'appartenance à une classe sociale qui est celle des opprimés, des dominés, etc. Voilà, moi c'est une vraie question que j'ai en ce moment avec toutes ces mutations, avec voilà, tout ce qui se passe, qui est à la fois super intéressant et même assez jubilatoire par beaucoup d'aspects, et en même temps avec cette petite pointe d'inquiétude que ça nous rajoute à une forme de compartimentation, vous voyez ce que je veux dire, des luttes. Et du coup, je rejoins la question de la stratégie. Moi, je suis 1000 fois d'accord avec toi, Hervé, quand tu dis les solutions, on les a. Moi, j'arrête pas de dire ça. J'arrête pas de dire, mais les gars, les filles, tranquille, quoi. En fait, les solutions, on sait. En réalité, depuis le temps qu'on réfléchit dans des salles, qu'on consulte, qu'on fait... Enfin, je veux dire, la réalité, c'est qu'on sait exactement ce qu'il faudrait faire. C'est pas ça, moi, qui m'inquiète le plus non plus. La question, c'est, effectivement, comment on prend le pouvoir. Et aujourd'hui, il n'y a pas 3 milliards de manières de prendre le pouvoir dans un pays, quoi. C'est soit vous respectez les règles du jeu et vous choisissez la voie institutionnelle, la voie électorale, mais là ça veut dire que les amis, il va falloir tous s'y mettre, hein. Ça veut dire c'est tous candidats, hein, parce que c'est pas au rythme où on est aujourd'hui qu'on va prendre le pouvoir de cette manière-là. Soit c'est la voie insurrectionnelle, voilà, concrètement. Et pour moi, le vrai débat aujourd'hui, il est là, quoi. Il est effectivement sur comment on fait pour prendre les rênes, quoi. Donc voilà, je voulais dire, après, bon, pareil sur la question des conflits armés, des guerres, de l'impérialisme, de l'OTAN, ça c'est pareil, honnêtement, c'est des questions, il faut qu'on puisse les aborder de manière sérieuse. Moi j'aurais pu vous parler par exemple du Rojava, qui est un sujet qui me tient à cœur, la Syrie du Nord, j'y étais l'année dernière, j'y étais à nouveau au mois de juillet, en ce moment ils sont sous les bombes turques, et en plus c'est un formidable exemple pour le coup de révolution féministe,
socialiste, écologiste, mais voilà, c'est pareil, ça demande un petit peu de temps pour développer. Et puis la dernière chose, c'est je voulais sous forme de boutade, mais en même temps de manière assez grave, répondre cette, je sais pas si c'était vraiment une question, mais sur le fait qu'on est minoritaire, oui, on est super minoritaire, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas de question. En réalité, quand on sort un peu des réseaux militants, et il suffit d'ouvrir n'importe quel journal, ou même effectivement d'écouter les conversations, enfin oui, clairement, on est minoritaire aujourd'hui. Aujourd'hui, on continue à battre les records de vente de SUV. Comme je le dis souvent, le produit le plus cher au monde, ça reste la corne de rhinocéros. Enfin, je veux dire, on n'est juste totalement pas adapté à ce monde-là. Enfin, moi, je me sens pas du tout adapté à ce siècle, à ce monde-là, etc. Mais pour le coup, enfin voilà, une fois qu'on a dit ça, ça n'obère en rien le combat qui est à mener. Mais par contre, ça pose à nouveau la question de la stratégie et de notre capacité à prendre en compte le réel, quoi, notamment sur la question d'un mouvement de masse populaire qui est souvent invoqué, voilà, sur lequel moi j'ai beaucoup de questionnements, quoi. Merci beaucoup. Il est 9h28. Je vais donner une dernière fois la parole pour que vous puissiez répondre aux interpellations et aux interrogations de Corinne et d'Hervé sur la convergence des luttes et sur les ponts. Et puis, je vous demanderai simplement de ne pas être trop longue parce qu'on a une collègue du PAC après qui fait un petit concert pour terminer en beauté cet anniversaire. Je vous passe, Madame Moissac, la parole pour conclure le débat. Pardonnez-moi. On n'a pas eu beaucoup de temps, je sais bien que peu d'interventions, peu de questions, peu de temps, mais voilà, ce sont les lois du débat, je vous en prie. Oui, je vais quand même prendre 5 minutes pour répondre, parce qu'effectivement, il s'agit effectivement d'interpellations que je trouve assez, je vous le dis, scandaleuses. Là, je suis vraiment très très mal en fait, parce que on me dit qu'il faut faire des ponts, etc. Mais là, j'ai laissé mes enfants pour venir ici. Je ne suis pas dans mon milieu ici. Je ne suis pas dans ma classe sociale. Je ne suis pas avec des gens qui me ressemblent. Je ne pense pas que vous passiez autant de mois, même pas le 10e de temps, à faire autant de ponts que moi. C'est inacceptable de me renvoyer à moi la nécessité de faire des ponts, de me renvoyer à moi la nécessité de faire des convergences. Vous parlez à une femme arabo-musulmane de classe populaire qui passe son temps à travailler la convergence des luttes. Je passe ma vie dans tous les espaces sociaux, dans tous les secteurs en lutte en France pour une convergence des luttes. Je travaille mon discours politique. Non, pardon, juste je finis là-dessus. Je travaille tout mon discours politique pour essayer de trouver du commun. Maintenant, pour moi, la condition de la victoire et de l'efficacité, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Je suis désolée. Il se trouve qu'en France, le système est scandaleusement raciste. Parce que, alors vous dites, oui, mais alors nous, dans les médias, on a subi l'islamophobie, enfin, on parle que du foulard, etc. Ça vous a dérangé? Pardon, nous, on subit l'islamophobie dans nos chairs. On vient devant des mosquées, on tire sur des gens. On empêche, alors c'est anecdotique, je disais de manière anecdotique parce qu'effectivement je suis sur la convergence, donc c'est plutôt romantique, c'est plutôt agréable, on impose la viande, mais on bute une douzaine de jeunes parents. Là à Mantes-la-Jolie on n'en parle pas, on a tiré sur des jeunes, on les éborgne. Alors on dit oui mais les gilets jaunes aussi, on a morflé, etc., l'autoritarisme. Oui parce que ce sont des gens qui manifestent, qui sont en lutte. Nous on lutte pas, nous c'est par rapport à notre couleur de peau. Donc pardon de vous rappeler qu'en France, la société est hiérarchisée racialement et qu'on considère, pardon de vous le dire, que des êtres humains ne sont pas humains. On en est là en France, mais on en est là dans le monde. Enfin, il faut voir, regardez ce qui se passe en Méditerranée. Mais je veux dire, les guerres dont on parlait tout à l'heure, pudiquement, mais ce sont des guerres racistes aussi. Il faut voir ce qui se passe au Brésil, il faut voir ce qui se passe aux États-Unis. Pardon de vous le dire. Donc je ne vais certainement pas mettre de l'eau dans mon coca
je trouve que j'en ai mis suffisamment de l'eau dans mon coca pour dire la réalité sociale et politique telle qu'elle existe. Vous disiez, les médias ont été saturés, mais pendant 3 semaines, on a bouffé du foulard et de l'islamophobie et du racisme. Vous savez ce que c'est ça? Pendant 3 semaines, d'être considéré comme étranger dans son propre pays, là où on... Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que malgré cette violence-là, on n'est pas égalité, Hervé. Moi, je suis une femme arabe, j'ai des gosses à élever au Maroc, lapsus. En France, je dois les faire grandir. On n'est pas égalité. Moi, mes enfants ne sont pas considérés comme des enfants. Ils ne sont pas considérés comme des êtres humains. Mon fils, il n'est pas considéré comme un être humain. C'est pas ton cas. Et pourtant, pardon Hervé, je vais finir. Et pourtant, moi, je suis là. Pourtant, je suis là. Je parle de territoire. Je parle de commun. Je parle des mères. Pourtant, je suis là, moi. Je suis là. Donc, vous ne pouvez pas me dire, oui, mais regarde, ce que tu dis, ça ne va pas, parce que du coup, c'est trop violent pour nous, etc. Tu nous appelles Bobo. Mais j'en ai rien à foutre. C'est la vérité. Quand tu dis, oui, mais Rémi Fraisse et moi, etc. La vérité, ce que tu dois dire, Hervé, c'est que pour Rémi Fraisse, comme pour Steve là récemment, il y a des commissions d'enquête qui ont été demandées par la France Insoumise. Avec Corbière qui passe à la télé pour dire que je m'identifie à Steve, etc. J'ai l'impression que c'est ma vie. Jamais la France Insoumise n'a demandé de commission d'enquête pour Adama Traoré, pour Lamine Dieng, etc. Jamais. Ils ne se sont réveillés que pour Rémi Fraisse blanc, pour Steve Blanc. Entre les deux, il y a eu une vingtaine de morts. Il n'y a pas eu de commission d'enquête de la France Insoumise parce qu'ils ont considéré que ça ne les concernait pas, que ce n'étaient pas leurs enfants. Et ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mais ça, c'est un scandale. C'est de ça dont vous devriez vous parler. Vous dire, mais qu'est-ce qu'on fout dans ce pays? C'est quoi ce pays de merde? Et vous osez m'interpeller moi en me disant, oui, mais attention, parce que ça va diviser. J'en ai rien à foutre que ça divise. On est déjà divisé. On est déjà divisé. On est déjà hiérarchisé. On n'est pas égalité. Toi et moi, on n'est pas égalité. Hervé, on n'est pas égalité. On n'est pas égalité. Donc pour moi, la condition de réussite, et c'est fondamental, c'est de dire la société telle qu'elle est. On commence par ça. Est-ce qu'on est bien d'accord pour dire qu'on vit dans une société de merde, hiérarchisée, avec de fortes oppressions de classe, de genre et de race, mais de race aussi? Est-ce qu'on est d'accord pour le dire déjà? Prenez 5 minutes pour m'écouter. Je ne vous ai pas mangé votre journée non plus. J'ai juste dit quelques éléments, mais déjà vous n'en pouviez plus. Oui, mais tu nous as dit ça, mais c'est trop. Non, prenez 5 minutes pour écouter ce que j'ai à dire. Je suis minoritaire ici. Vous n'entendez pas tous les jours ça. Je suis minoritaire, je me déplace, j'ai laissé mes enfants là pour venir vous le dire. Vous dire la situation est grave. Et pourtant, je suis là avec vous. Là, franchement, je vous entendais, je voulais me barrer. Je voulais partir. Vous vous rendez pas compte de ce que c'est ici pour moi? De m'entendre dire, de m'interpeller, de me dire, oui, mais regarde, non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je suis là justement avec vous. Je suis là avec vous. J'ai fait l'effort. Pourquoi je voulais gratter des minutes tout à l'heure? Parce que je me suis dit, il faut que je finisse par quelque chose de positif, par quelque chose d'universel, les mères. Je me dis, il n'y a pas plus universel. Donc ils verront bien, voilà, je ne suis pas négative, je ne suis pas en train de pointer du doigt, je m'en fous, moi, de la responsabilité. Moi, je veux juste sauver mes gosses. Je ne suis pas du tout sur un truc où je vais culpabiliser les blancs ou les classes dominantes. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis sincère, c'est vraiment pour mes enfants. Je veux vraiment du mieux pour mes enfants. Et pour moi, pour que ça marche, c'est pas pour vous faire chier. C'est parce que je sais que si vous ne prenez pas, vous, conscience du système dans lequel on est, dans toute sa violence, le fait que des êtres humains ne sont pas considérés comme des êtres humains, c'est franchement... Je veux dire, c'est tellement grave. C'est tellement grave. Ibrahim Abba, un jeune qui a été percuté par la police, qu'ont fait tous les médias, qu'est-ce qu'ils ont commencé par faire? Ils ont dit, oui, mais il avait volé la moto. Ce n'était même pas vrai. Sous prétexte qu'il a volé la moto, eh ben, c'est un délinquant, il méritait de mourir. Mais je veux dire, mais ça n'arriverait pas à vos enfants. Ça n'arriverait pas à vos enfants. Nous, c'est ça qu'on est obligé de supporter. Et malgré cette colère-là, moi, je vous parle. Malgré cette colère-là, moi je suis là, il n'y a pas de problème. Moi je veux qu'on travaille ensemble. Moi je parle d'écologie. Moi je veux qu'on avance. Parce que je suis sincère, je veux vraiment qu'on avance. Bon, pardon, mais juste je finis sur l'alternative végétarienne parce que la dame est partie. Alors je trouve ça complètement déplacé. Enfin en réalité c'est elle qui a appuyé sur le premier truc. Voilà, moi je me bats depuis 4 ans pour que mes enfants, j'ai le droit, c'est mes enfants, j'ai le droit qu'ils mangent un repas équilibré. Donc me renvoyer comme ça au fait que j'ai qu'à me débrouiller, alors en sachant qu'on nous a déjà dit ça, va dans le privé si t'es pas contente, retourne dans ton pays si t'es pas contente, etc. Ça, je trouve ça tellement... Bon, après, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, mais je veux dire, là, aujourd'hui, je traverse le monde pour venir vous voir, et avoir une Française comme ça, que je connais, enfin, typiquement à Bagnolet, etc. Bon, voilà, donc ça, juste dire un mot pour dire non, ce n'est pas normal. On paye des impôts, on est chez nous, on a le droit d'avoir le service public de la meilleure qualité possible. Un service public de qualité, c'est un service égalitaire, où les enfants, tous les enfants qui quittent la cantine doivent avoir un repas équilibré. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On a des chiffres. Ce que je voulais dire aussi à cette dame, c'est qu'il y a des villes en France où il y a l'alternative
alternative végétarienne. Pourtant, ils n'ont pas fait sécession, on leur a pas dit allez vous installer en Iran. Non, mais simplement, et si, il faut le dire, c'est parce que nous, par rapport à notre couleur de peau, à notre religion, nous, on nous a renvoyé au fait qu'on ne méritait pas. Déjà, on est accueillis en France, on profite déjà de la CAF, de la Sécu et tout. On ne va pas en plus demander un repas particulier. C'est ça qu'on nous renvoie. Nous ne sommes pas chez nous. Donc non, donc ça, non, je l'accepte pas. Par contre, monsieur, voilà, effectivement, le territoire. Donc je finis encore une fois par un truc positif. Non, tu vois, je commençais par dire, mais pour vous dire jusqu'où je vais dans mon cerveau sur la convergence des luttes. Mais moi, là, je suis même en train de lire, hier soir, j'ai passé la nuit à lire la littérature du Rassemblement national sur le territoire, où je me disais, il y a peut-être quelque chose là à gratter sur le territoire, parce que alors le Rassemblement national, leur écologie, c'est de dire le territoire, il faut qu'on s'accroche au territoire, il faut qu'on se batte pour notre territoire, etc. Bon, avec tout un discours xénophobe dessus, certes, parce que c'est un territoire national, régional, etc. Mais en même temps, nous aussi, on se bat pour notre territoire, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous aussi, on est... Donc il y a déjà du commun. Et cette nuit, je me disais, c'est pour dire que je ne pense qu'à ça, je me disais, bon, ben voilà, on va essayer de faire que ce territoire, il soit universel. Et qu'il soit à nous tous, en fait. Mais alors, on veut s'accrocher de la même manière dans les campagnes comme dans les banlieues françaises. Mais simplement, on va changer de paradigme, en fait. Et peut-être qu'on va trouver quelque chose de commun, c'est pour vous dire. Donc non, voilà, voilà. Merci pour votre témoignage, Madame Moissac. Merci beaucoup. Tu veux parler, non ? Écoute, un petit mot tout simplement. Fatima, je te remercie simplement d'avoir exprimé ta colère et ton indignation. Moi, je ne sais pas ce qui, de mon côté, le suscitait, mais en revanche, tu l'as dit et merci, parce que ça, moi, ça me permet de me faire avancer. Et donc voilà, et de toute façon, je pense que justement, on avancera pour les ponts. Alors, c'est peut-être de notre côté qu'il faut faire le plus de ponts. Hein, je rassure, je me suis mal exprimé là-dessus, mais du côté des écolos, voilà, nous, c'est un pont qu'un reporter on fait manifestement. Mais je vais t'expliquer aussi très rapidement, c'est que par exemple, nous, on s'est rendu compte des violences policières à partir de Rémi Fraisse. Et très simplement, on a découvert, alors que ça existait depuis des années, ce qui se passe dans les banlieues, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a 10 ou 20 ou 30 gamins ou jeunes qui sont tués ou éborgnés chaque année dans les banlieues, on l'a découvert à partir de ce moment-là. Je peux que te dire ça. Et qu'on fait ce chemin. Et que quand je disais les ponts, les alliances, il faut qu'on les fasse tous, et c'était pas du tout, et si je me suis mal exprimé, je m'en excuse, mais c'était pas une interpellation, mais voilà, c'était plus une interpellation pour la gauche, pour les écolos et pour arriver à réunir. En tout cas, mais très sincèrement, je te remercie qu'on s'engueule, parce que de toute façon, on fera pas de vraies avancées si on s'engueule pas quand on a des choses à se dire, plutôt que de les garder sur le cœur. Merci.